Le Carré-Rond, saison 6, épisode 18. Martin, il est rouillé, mais il est là, il est tout là, en compagnie de ses deux chums, bien sûr, G-Central et Steve Sauvé. G-Central, comment vas-tu, mon cher ami? Je me suis ennuyé, écoute, 2 semaines. Hey, moi aussi, Martin, je suis tout énervé. SmackDown arrive en ville, Raw est écœurant, il y a plein de choses à parler. Je me contiens plus, là. Bon, ben écoute, on est là pour ça, puis notre beau Steve, lui, comment est-ce qu'il va? Il a fait des belles plongées, je pense, en fin de semaine, puis... Hein, oui, en fin de semaine passée, j'étais allé plonger en Ontario. Tu sais, autant que j'aime l'adrénaline qu'un ring de lutte va m'apporter, autant que le calme, puis tu sais que tu penses absolument à rien, que tu es tout seul avec un achigan qui veut rien savoir de toi, c'est le fun, la plongée sous-marine. Mais Martin, il faut que je vous conte de quoi en rentrant. Lundi, j'ai écouté Raw. JC écoutait Raw, puis on s'est fait un watch-alone à écouter Raw quasiment. Ah ouais, nice. On lâchait plus à se parler. Je pense que j'ai passé... sur le 3 heures, 20-25 minutes qu'on se textait, moi et JC, c'était tout un Monday Night Raw. J'espère que tu l'as vu et que nos Rebels l'ont vu. Je suis à jour. J'ai eu la chance, moi, pour la petite histoire, j'étais à l'extérieur la semaine dernière. Je suis allé faire un tour dans mes terres. Alors, j'ai bu de la tête de pioche. J'ai été voir mes amis du fromage au village. J'ai mangé du fromage à pu finir et j'ai sillonné les routes du Témiscamingue. Écoute, 2000 km en quelques jours, en 3 jours et demi à peu près. Fait que ça fait du bien, évidemment, de décrocher, mais... Il en demeure pour moi, messieurs, que là, on a tout un show. Parce que je vais faire un peu le teaser de la patente. On a évidemment la chronique à Steve. On va ouvrir avec ça après les actualités, bien sûr. Et moi, je vais vous parler d'une légende, des légendes, c'est-à-dire Judo Gene Lebel qui a rendu l'homme la semaine dernière. Et JC nous a préparé, mais ma foi, toute qu'un scrap à Mania. Avec des nouvelles couleurs, d'ailleurs. On a CC Suburban, à remercier pour ça. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance encore de le faire, ben, je vous invite à aller faire un tour. Vous allez trouver ça sur la page Facebook du Carré-Rond sans problème. Allez faire un tour sur la boutique Le Carré-Rond parce qu'il y a des t-shirts là-dessus qu'on vous garantit que vous ne trouverez pas ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Fait que les boys, j'aimerais ça qu'on revienne à nos bonnes habitudes. Fait que tout de suite après ceci, on commence ça avec les actualités. JC m'a envoyé ça juste avant qu'on entre en ondes et c'est certain que j'ouvre avec ça parce que, écoute, imaginez-vous donc, chers amis, que il faut je vais citer ça puis je vais faire une traduction sur la mouche. Imaginez-vous donc que dans le cadre du podcast / show Sirius / tout, là, Busted Open Radio, Tony Khan était là cette semaine et je vais vous faire ça, je vais vous le lire en anglais puis je vais vous le traduire après. The person I think I get compared to most often of, you remind me of this person, I think we're really different people, is, tenez-vous bien, Paul Heyman. I grew up on that ECW stuff. Our products are different. He's a genius. I'm not trying to compare the mindset at all. I've gotten to learn a lot from a lot of people in the wrestling business without having that official apprenticeship. La personne à laquelle on me compare le plus souvent, selon moi, en me disant « tu me fais penser à telle personne », même si je pense qu'on est très différents, c'est Paul Heyman. Ça n'a pas de bon sens. J'ai grandi sur la ECW. Nos produits sont très différents. C'est un génie et je ne tente pas de comparer mon état d'esprit à lui du tout. Mais j'ai eu la chance d'apprendre de plusieurs personnes, beaucoup de choses de plusieurs personnes dans le monde de la lutte. Et même si je n'ai pas eu, je n'ai pas été officiellement son apprenti. JC, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Moi, je pense que, encore une fois, Tony Khan aurait dû se mettre le pied dans la bouche. Ça aurait été moins dégueulasse que d'entendre ça. Ouais, ben se mettre le pied dans la bouche pour référence future, c'est un peu ce qu'il a fait. C'est pas mal la définition. Ouais, non, je sais, mais... Il aurait dû se farmer à gueule, tu veux dire. Ah, carrément. Parce que je vois pas... Ben... Les gens d'où ils tiennent ça? C'est pas son produit, c'est pas la personnalité qu'il a non plus. Non, écoute, là, moi j'ai bien des affaires à dire là-dessus, là, mais j'ai envie de t'entendre, Steve. Qu'est-ce que tu penses de ça? Que Tony Khan affirme, c'est lui qui affirme que beaucoup de gens le comparent à Paul Heyman.
Moi, ce que je pense, c'est que Tony Khan se prend réellement pas pour un 7-Up flat. C'est vrai de ça que j'ai dit à JC tout à l'heure. Ce gars-là, écoute, moi, là, pour vous donner une image, puis après ça, je veux citer Eric Bishop qui a pris position hier, justement, là-dessus. Moi, je pense que Tony Khan, là, quand ça va faire 21 jours qu'il va être dans le désert à transpirer sa vie, même qu'il voit une flaque d'eau, il va se regarder dedans avant de boire. Écoute, puis qu'est-ce qu'il a dit, Eric Bishop? Eric Bishop, pour dire franc, il a dit que la AEW pensait faire mal à qu'il n'avait pas pris aucune part de marché, puis que c'était un gars avec l'argent de son père qui s'amusait, puis qu'à un moment donné, il va se réveiller bien fort, puis il va faire comme « Wow, je me suis planté ». Ben, moi, je vais pas jusque-là parce que je déteste pas du tout le produit de la AEW. Fait que je prendrais pas ça pour autre chose que ce que Tony Khan a dit. Je pense pas qu'après une affirmation de même, il faut faire le procès de la AEW, mais plutôt celui de Tony lui-même. OK? Parce que la AEW, c'est plus gros que Tony. C'est des workers, c'est des bookers, c'est des producers, pis tout. Paul Heyman, c'est un hustler de profession. OK? C'est un gars qui vient d'une bonne famille. Son père est avocat. Sa mère, c'est une survivante de l'Holocauste. Le gars, c'est un survivor. OK? Il a été, tu sais, du street hustle, là, lui, il en a fait un puis deux. À tel point qu'il était même pas en âge de rentrer à Madison Square Garden, puis il pouvait prendre des photos pour les différents magazines, puis il est devenu chum avec The Grand Wizard, puis Freddie Blassie, puis même Vince McMahon père. OK? Lui, puis après ça, avant de faire ça, il y avait même une business d'infolette avant l'Internet qu'il utilisait pour tape trader, envoyer des nouvelles au monde, puis tout ça. Il y avait une business de ça, de posters de films. Le gars, c'est un street smart hustler. OK? Mais il est venu au monde de bonne famille quand même. Là, je l'ai déjà entendu dire que ses parents avaient hypothéqué jusqu'à dans les 7 chiffres là, pour faire continuer de rouler ECW. Mais il n'y a pas de commune mesure avec le fait d'avoir un père milliardaire. OK? C'est complètement différent. Puis ça se passait dans la maison familiale. C'était tout fait, do it yourself, tout le kit. Paul Heyman était un génie du booking avant d'avoir réussi dans le monde de la lutte. Comme tel, là. OK? Eastern Championship Wrestling, avant que ça s'appelle Extreme Championship Wrestling, c'est dans ses mains que je cherche son nom, là, maudit, le barbu là, qui avait pas de cheveux, là, le propriétaire qui avait une famille, qui avait une bijouterie. C'est pas que je veux le nommer, il y a quelqu'un qui va me le dire dans le chat. Fait que de prendre comment dire, d'être suffisamment imbu de soi-même pour pas plutôt dire ben non, ça n'a pas d'allure que vous me compariez avec Paul Heyman. Non, lui, il fait du stock avec ça à la place. Hey, tu sais pas à qui tout le monde me compare. Ferme ta gueule, OK? T'as une compagnie, ça fait 3 ans, puis tu sais, Paul Heyman, il y a lie, cheat and steal pour que ça continue de rouler ECW. Toi, t'as un coup de téléphone à faire, là. OK? Fait que, s'il vous plaît. Ben c'est ça. Light, cheat and steal, puis un peu de blood, sweat and tears aussi. Aussi, voilà. Ceci dit, tu sais, si tu fais le tour, puis moi, c'est un personnage auquel je me suis énormément intéressé, Paul Heyman, si tu fais le tour des shows interviews dans lesquels il est comme sujet, Paul Heyman, c'est polarisant, là. Il y en a qui pensent de Paul Heyman que c'est un petit crosseur, puis il y en a d'autres qui disent que c'est un génie. Mais ceux qui ont travaillé pour lui, il y en a même qui disent les deux. Puis je recommencerai demain matin, là. Tu sais, fait que... Todd Gordon, merci Guillaume, c'est exactement ça. Todd Gordon. Il y avait eu... voyons, encore une fois, moi puis les noms à cette heure-là. Eddie Gilbert aussi, qui était booker avant ça, puis ainsi de suite. Puis là, ben, toute la saga de est-ce que Eastern Championship Wrestling, quand Shane Douglas a gagné la belt, c'est là qu'ils ont envoyé chier à NWA. Puis, écoute, là, c'est complètement, mais complètement différent. Tu sais, quand Paul Heyman a commencé, il est venu en bout de mettre une Fed over avec des Magnificent Morocco, Terry Funk, Superfly, Snuka sur le déclin, puis tout. Lui, il commence avec les Young Bucks, Kenny Omega, c'est des gars qui étaient over. En tout cas, il n'y a pas de comparaison à faire avec ça. Tony, homme dont taillette. Voilà. Moi, là, pendant qu'on est dans le sujet de la AEW, les boys, je veux pas passer à côté de ça pareil, même si le temps de diffusion n'est pas l'idéal selon moi, parce que ça va devenir à l'encontre du carré rond, mais la AEW a conclu une entente avec RDS
grosse nouvelle. La semaine prochaine, les shows de la AEW, le mercredi à 20h à RDS 2. Oui. Donc, c'est le show en direct que tu vas avoir, là. Puis le 3 heures? C'est 2 heures. C'est 2 heures. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est parce que je les écoute tout le temps. Fast forward, c'est pub. Fait que je détaille un peu, là. Oui, mais non, puis c'est le fun pour les gens du Québec. Très cool. J'ai hâte de voir... C'est-tu Marc Blondin? Non, Adam, Benoît Cossette. C'est Ben Cossette. Je serais pas surpris de voir un Jean-François Kelly là-dedans. Okay. Pas mal la même équipe qui était là pour Impact Ring of Honor. Là. OK. Très cool. Très cool. Puis moi, je le dis tout le temps, plus il y a de lutte, plus je suis content. Plus le monde a accès à de la lutte, plus je suis content. Ça va faire qu'il va y avoir plus de monde qui vont écouter le Corps et Rond, puis les autres podcasts de lutte aussi, puis c'est bien cool. Moi, j'aime bien comment les choses se développent à tous les points de vue actuellement de la lutte. Tu sais, je trouve ça rafraîchissant le départ de Vince. J'aime bien ce qui se passe avec les Feds. Tu sais, je déteste pas ce qui se passe avec Ring of Honor, avec NXT. On va voir, c'est encore le popsicle fondu. Mais il y a NXT UK aussi qui est comme branle un peu dans le manche. Puis il y a plein de rumeurs qui circulent. On ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Il y en a qui parlent d'une invasion NXT 2.0 vers NXT UK pour ravigoter le brand un peu. Je déteste l'enfant pauvre là, de la lutte actuellement là. Puis là, je veux pas dire c'est moins ça là. Je pourrais prendre plus de temps, faire plus d'efforts. C'est Impact là. Parce que je savais que tu dirais ça. Moi j'entends plus parler de JCW que d'eux autres. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ça, JCW, que Dean Ambrose met une top. Il y a eu JCW d'ailleurs, apparemment que The Miz était là au dernier gala pour aller voir Matt Cardona. Mais il y a des photos qui ont circulé sur le net à l'effet que Seth Rollins aussi était là parce que ça concordait avec les autres. J'ai vu des posts à ce sujet-là aussi. Matt Cardona qui a avoué publiquement cette semaine en entrevue qui n'était pas fermé à l'idée maintenant d'aller travailler pour Triple H à la WWE, mais qui veut rien savoir du personnage de Zack Ryder. Ben non, j'espère, là. Ben non. C'est comme si Cody Rhodes était revenu puis s'était appelé Dashing Cody Rhodes, tu sais. Non, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ou Stardust. Parlant de WWE, les boys, là, j'ai une couple de petites nouvelles. Premièrement, les billets de WrestleMania ont été mis en vente. Ouais, t'as checké ça. 24 heures. Comment? T'as checké ça, tu voulais commander puis tout, hein? Ouais, je voulais commander, mais finalement, j'ai pas commandé. Je sais pas si je vais y aller. J'ai le goût, mais écoute, à un moment donné, il y a l'aspect financier là, qui rentre en arrière de ça. Parce que même si on anime un podcast de lutte, on aime la lutte, tout ça. Moi, je suis pas une petite têtue de billets, fait que je les paye quand j'y vais. Ben ouais, puis c'est correct. Les boys, 90 000 billets de vendus déjà pour WrestleMania. C'est capoté. C'est malade. Il y a un engouement de feu. C'est pas pour rien que WWE, cette semaine, a annoncé d'ailleurs des chiffres records. On parle d'un premier trimestre qui ont fait 328 200 000. Ça, c'est une hausse de 24 comparativement au premier trimestre de 2021. Ouais, mais là, c'est fou. Le premier trimestre de 2021, il n'y a pas de public. C'est ça, là. Là, on va se calmer le pompon. Il y avait une pandémie l'année passée, là. Il n'y avait pas de public, je vous le donne. C'est ça, là, tu sais, en partant. Ça fait une grosse différence. Ben oui, parce que le public, c'est eux autres qui achètent la merch, tout le kit. Fait que moi, je m'attends que chaque trimestre calendrier de 2022 torche le cul de 2021, là, tu sais. Ben, je le souhaite. Non, c'est ça. Puis ça fait plus de shows, plus de vente de merch, plus de commissions, plus de royauté aux workers, aux performeurs. Oui, mais jusqu'à un point, parce que maintenant, les nouveaux contrats, ils n'ont plus de royauté, là. Ouais, non, mais tu sais, ils ont des pourcentages chez les ventes, là. C'est impossible qu'ils mettent la face de quelqu'un sur un T-shirt puis qu'il n'y ait pas une scène, là. Oublie ça, là. Ben, il y a certains workers, je peux te confirmer qu'ils font aucune scène sur la marchandise, mais ils ont eu des augmentations de 300 %. OK, mais là, tu dois parler des bushwhackers, là. Tu sais. Cruise on Luke and Cruise on Butch.
Mais non. Mais de toute façon, là, on peut aller on peut s'occuper des petits pois ou du steak, mais la chose en est que ça va bien. Puis c'est sûr que la pandémie, de mettre ça dans le tiroir, c'est une erreur. Sauf qu'il reste quand même que. Mais là, je vous emmène ailleurs. C'est sorti, ça a été annoncé dans les dernières heures là, qu'il y avait des rumeurs. C'est rien de confirmé, mais qu'il y aurait des rumeurs à l'effet que Netflix serait intéressé à s'engager dans une guerre de propositions pour être en mesure de diffuser SmackDown puis Raw. J'ai 2-3 commentaires avant de vous céder la parole là-dessus, les gars. Netflix, il faut savoir qu'ils veulent s'en aller dans le live. L'expression over the top, là, ou stream, ou peu importe, il y a toute une terminologie là, derrière ces plateformes-là. Ben, en fait, la guerre va se situer à un endroit bien précis. C'est que Netflix, moi, c'est ça ma grosse question, c'est ça qui va me déranger potentiellement. Mon gros point, c'est si moi, je suis déjà abonné à Netflix, OK? Je suis abonné aussi au network. Le network, c'est pas pour écouter du live, à part les pay-per-view puis les archives, right? Parce que Raw, c'est un mois après, puis SmackDown aussi, puis NXT, c'est une semaine après, je me souviens plus. Pardon. Fait que là... Moi, je l'ai en direct. Ouais, ben là, toi, t'es avec Sportsnet. Ça, c'est correct, mais c'est pas au network que t'es abonné. C'est que Sportsnet le diffuse. C'est une version allégée du network. Voilà. Fait que pour moi, c'est pas le network. Tu pourras pas regarder Southpaw Wrestling sur Sportsnet. Hey, c'était ça, c'est bon. Ça. Ouais, c'était écœurant. Fait que, moi, ce que je dis, c'est... Je me demande s'il n'y a pas un potentiel de cannibaliser le contenu de la WWE. Si ça se produit, c'est pas fait. Je t'explique. Je paye 15$, je me souviens même plus des montants. Là. Je paye 15$ pour m'abonner à Netflix. Je paye 15$ pour m'abonner au network. Right? À la fin, là, puis si je veux le regarder live, ben on le sait tout ce qu'on le regarde. Oui, il y a Sportsnet, là, mais il y a plein d'autres affaires. OK? C'est parce qu'à un moment donné, là, je saurais plus me garrocher pour écouter mon Raw, tu sais. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que est-ce que le pari de dire à quelqu'un « Hey, si t'es abonné Netflix à Star, tu vas avoir accès à Raw, puis si t'es pas un fan de lutte, ça va peut-être l'amener au network. » Moi, j'y crois pas. Fait que où est-ce que je vais en venir avec ça? Ben, en tout cas, pas dans l'état des choses actuelles. Mais où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est... Moi, là, la vraie question pour moi, c'est que si je peux payer 15$ pour pouvoir regarder Raw en direct, parce qu'il est question de live, là, il n'est pas question de différer. Oui. Si je peux regarder Netflix et regarder Raw en direct, puis que j'ai pas de pub, ça me dérangera pas de payer 15$. Ouais, mais tu vas avoir des pubs. Ils vont te faire des pubs pour les séries Netflix. Voilà. Fait que ça, moi, j'aime autant continuer de le regarder comme je le regarde là, puis avoir le network, regarder les pay-per-view, puis avoir le droit aux archives. Je ne paierais pas 4 plateformes pour sauver 20 minutes de pub. Là. Tu me suis? Make sense. Ben, fait que c'est ça, c'est ça vers quoi je me questionne. Puis l'autre affaire, ben, est-ce que ça pourrait faire en sorte, puis on change un peu de sujet, puis on ne sera pas dans la lutte, mais si on parle de lutte pareil, ou de sport sur le net, c'est que, tu sais, si Netflix a décidé de flexer ses pipes un peu puis de commencer à bider sur des événements internationaux live comme la F1, ce qu'ils ont fait, ben ça veut dire quoi pour l'avenir aussi du sport à la TV? Parce que, les Olympiques sur Netflix, là, à un moment donné, ils ont tellement de cash. Ben, tu sais, moi, là, Martin, là, je pense, pour travailler dans les médias, là, je suis bien placé pour en parler. La radio, là, je vais commencer par la radio. La radio est morte. À cette heure-là, le monde, c'est du podcast qui vont aller... Tu gères de la décroissance. C'est ça. La TV, là, moi, j'ai un ado de 15 ans chez nous, là. Elle a une télé dans sa chambre, elle a un câble dans sa chambre. Elle l'écoute pas. Elle va écouter du YouTube, puis elle va écouter du Twitch, puis elle va écouter ce qui l'intéresse, et non ce que tu y mets en programmation. C'est ça la réalité. C'est qu'on est passé, excusez l'analogie, là, c'est pas. Mais on est passé au buffet chinois. C'est-à-dire qu'on est passé au mode buffet. Moi, j'aime ça. Je vais chercher les places où est-ce que je peux l'avoir, puis c'est ça que je regarde. Mais, tu sais, moi, j'y crois pas. Je crois. Ben, à moins que là, Netflix allonge le cash puis qu'il paye plus cher que Fox, mais pensez-vous vraiment que Netflix va outbider le USA Network puis Fox? Moi, je pense pas. À moins qu'ils en veulent plus. Peacock en patente aussi. Il y a Peacock qui a les droits de diffusion du network aux States seulement. Fait que toute la syndication de JC, elle marche pas, là. Moi, je suis en Alberta, là. Je fais quoi?
Je peux pas l'avoir Peacock au States. C'est encore le network. Il y a plein de pays sur la Terre où est-ce que ça va être encore ça, là? Parfait. Ben, moi, ce que je pense qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est premièrement Netflix, on se le cachera pas, là, ils ont de l'argent as fuck. Elle le sort par le nez. Tu sais, puis si vraiment Netflix décide de cracher le cash, ils peuvent le faire. Est-ce que ça va être rentable pour eux autres? Oui, parce qu'ils vont pouvoir le diffuser dans les pays où ce qu'ils veulent, eux autres. Oh, ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire aussi, c'est que là, tu vas avoir toute la syndication en lien avec ça. Je te donne un exemple. Si la WWE a négocié les droits de diffusion avec Sky Sports en Angleterre, s'ils arrivent avec Netflix, ils le font pas jouer là. Tu sais, fait que, non, c'est ça. Tu sais, ça marche pas, là. C'est trop compliqué. C'est trop. Tu sais, moi-même, là, la vraie façon que tu vas faire, qu'il va y avoir du monde qui vont s'abonner au network, c'est que tu fais des crises de bons shows. C'est tout. Fin. Terminé. That's it. Le fear of missing out. That's it. Puis, toute la. Tu sais, moi, je trouve ça, depuis le début, que je suis pas entièrement en accord avec le deal que la WWE a fait avec Peacock si j'étais aux States. OK? Je le suis pas. Ça s'applique pas à moi. Mais moi, pour moi, je comprends pourquoi. Je comprends que c'est une décision de business. Mais moi, je suis 100% en désaccord avec le fait que je paye 15$ par mois pour avoir le network, puis il faut que j'attende un mois pour voir Raw. Moi, ça me dépasse. Je le sais pourquoi. Mais je comprends pas. Je trouve ça cave. Puis je serais prête, moi, te le dire, si je pouvais regarder Raw au WWE Network, ça me dérangerait même pas qu'il y en ait des block spots. Ça me dérangerait pas. C'est débile, là. Fait que là, tu sais, toi, tu payes pour avoir... Fait que sinon, regarde, enlève tout ça. Enlève Raw, mets juste les archives. Tu sais, appelle ça des archives, puis mets-les bien plus tard, d'abord. Mais fais-moi pas chier. Tu sais, il va falloir que je m'abonne au network à une autre affaire over the top ou sur le câble pour pouvoir le regarder live. Ben, je vais continuer le streaming. Fuck you, là, regarde. Ah oui, that's it. Tu sais, il encourage le streaming. C'est pas dur, là. Moi, tant qu'à moi, il l'encourage. Tu sais... la WWE ou n'importe quel diffuseur, ce qu'ils veulent, là, c'est qu'ils veulent que ça soit écouté. Ouais. Le streaming, là, ça l'enlève de l'argent aux annonceurs, une possible visibilité, mais la WWE, eux autres, ça change absolument rien. Non, pas en tout. Allez, les gars, on continue parce que je sens que ça soulève les passions. On pourrait en parler longtemps. Tu sais, les dirt sheets, on en parle souvent, puis tu sais, c'est une grosse game de clickbait aussi, il faut se le dire. Là. Fait que là, il y a une rumeur qui a fait les rondes pas mal, puis c'est pas substantifié, ça peut sentir un peu de clickbaiting, tant qu'à moi, c'est qu'il y aurait une ancienne vedette, une star établie à la AEW qui aurait refusé une offre de la WWE, qui aurait maraudé et qui leur a en plus fait savoir qu'il était très heureux à la AEW. Il n'y a pas de nom, il n'y a personne. Tout le monde relaye ça. Moi je ne crée pas à ça, puis je vais vous dire pourquoi. C'est une très simple raison. C'est sûr que la liste peut être raccourcie là, de savoir c'est qui, puis je vous explique pourquoi. Aux États-Unis, si quelqu'un est sous contrat, tu n'as pas le droit de marauder. Si tu te fais pogner, tu es dans la merde par l'entreprise qui a la personne à son emploi. Particulièrement dans les domaines comme la lutte, les sports professionnels et tout ça. À un moment donné, quand un athlète devient sans contrat, il devient joueur éligible sans compensation, peu importe, puis là, il se retrouve sans contrat. C'est pour ça qu'au hockey, exemple, c'est en juillet. Là. C'est pas pendant la saison, là, right? Fait que, tu sais, si ça s'était... Bon, il y a eu plein de gamiques. Là. Chris Jericho a déjà raconté qu'il était allé chez Vince puis il était encore sous contrat avec la WCW. S'il s'était fait pogner à l'époque, ça aurait été l'enfer. Il peut le compter à cette heure parce que Vince, il a tout acheté le Bataclan. Fait qu'on s'en sac, là. Vince se poursuivra tant que Vince, il fait pas d'offre, il est correct. Il a le droit de parler. Non, t'es pas censé entamer quelques négociations démontrables que ce soit, Steve. C'est pas une affaire de... Oui, OK, il y a appelle ton beau-frère puis tout. On s'entend, il y a des voies de contournement, mais normalement, t'es pas supposé. Puis c'est point final, point barre. Même, tu sais, tu penses même à la... Eric Bischoff, quand il raconte ce qui était arrivé avec Lex Luger à l'époque à WCW, Lex Luger se ramasse pas de contrat le dimanche, le lundi, il était à Nitro. Ben, Bischoff raconte que quand Sting est venu le voir pour y en parler, il a attendu passer minuit pour parler à Luger. Là.
Okay? Fait que c'est pas... oui, OK, là, ça, tu vas me dire, c'est un cas particulier, puis tu as bien raison, mais techniquement, tu n'es pas supposé. Tu n'es pas supposé d'avoir de pourparlers officiels. Fait que moi, je crois pas vraiment cette patente à gosse-là. Et pour conclure un petit peu, à moins que vous en ayez d'autres, moi, j'ai trouvé ça quand même particulier parce que je ne sais pas si vous écoutez, parce qu'il y a eu des nouveaux épisodes. Je pensais que c'était fini, mais il y a des nouveaux épisodes de Table for Three sur le network. J'ai pas vu ça. Bon, Table for Three, c'est pas compliqué. C'est 3 personnes, se ramassent dans un restaurant. Le restaurant, il est fermé, ça dure 20 minutes. Puis il y a des thématiques. Tu sais, tu as eu la Nation of Domination qui se revoit des années plus tard. C'est super intéressant. Puis j'en regardais un il y a pas longtemps, puis je l'ai vu là. On se rappellera évidemment que Ricky the Dragon Steamboat est pas mal, a longtemps, très longtemps, demeuré dans le giron de la WWE. On pense à Mania avec Jericho, mais il a été producer, il a toujours été un peu backstage, toujours un peu consultant, puis dans la famille. Ben, il va être à Dynamite à soir. Wow! Oui. Et ça là, je trouve ça... je suis tout seul à avoir... je suis trop old school, là, je le sais, je l'avoue, là, mais je suis tout seul à avoir un malaise, là. Ben, non. À me sentir weird, là, comme. Non seulement je me sens weird, c'est qu'ils vont chercher des ratings sur un gars qui a fait sa carrière ailleurs. Là. Ben non, mais puis Ricky the Dragon, s'il s'est fait offrir 15 000 US, il est où mon billet? Il va, lui, là, c'est sûr. C'est ça, tu sais, c'est pas la première fois que EW fait de quoi de cheap, là, puis je veux pas bâcher sur eux autres, là. Ça, tu sais, oui, mais tu sais, je vous rappelle que c'est la même fédération qui a fait de quoi pour la fondation Owen Hart. Ah, moi, je suis... Mais là, on va passer le puck à JC parce que tu en as parlé sur nos médias sociaux. Oui, non, c'est vrai, Martin. Il faut quand même, je vous explique que le spin-off de Game of Thrones commence bientôt. Puis la thématique de Dynamite ce soir, c'est House of Dragon. C'est ça le nom de la nouvelle, du nouveau spin-off de Game of Thrones. Ça fait du sens d'inviter Ricky the Dragon Steamboat en fonction de ça. Mais Ricky the Dragon Steamboat, il n'arrivera pas là avec une épée médiévale puis c'est à d'autres dragons, le Chris. Là. Moi, je trouve ça cheap un peu, honnêtement. Là, je comprends pourquoi ils le font. Je ferais peut-être pareil, remarquez bien. Là. Mais j'ai un malaise. Mais là, justement, faisons un beau gros segway branche à branche avec ça parce que on en a parlé en ouverture puis ça me tente qu'on passe un peu de temps là-dessus. Tout qu'un Raw cette semaine. Puis avant qu'on parle du commentaire que Kevin Owens a fait, c'est toi qui vas nous parler de ça, JC, parce que là, tu sais que le poil t'a levé. Je veux juste attirer votre attention sur quelque chose qui était flagrant lundi. C'est l'écart intersidéral sur le mic entre Kevin Owens et Drew McIntyre. On fait même pas le même sport, là. Écoute, Steve en a parlé tantôt, on se parlait en direct, là, puis les commentaires que Steve m'a envoyés à ce moment-là précis, c'est la même chose. C'est gênant. C'est gênant à tel point là, que je comprends pourquoi le look, tout ça, c'est correct. Là. Puis, tu sais, KO, il a l'air plus dans un rôle maintenant aussi où est-ce qu'il met les gars over, parce que lui, il est capable de se mettre over avec personne dans le ring. Là, fait qu'il y a un rôle de... Je sais pas comment. Je veux pas insulter personne en disant ça, là, mais tu sais, c'est le joueur de centre, c'est la deuxième ligne KO, là, tu sais. Puis des fois, sur le power play, il est sa deuxième vague. Tu sais, c'est là, je le vois actuellement. Mais que. C'est valeur sûre. Ouais, mais que un genre de Mike Keane avec des mains, tu sais. Fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, ça me sidère bien raide que t'aies un gars comme KO qui n'ait pas de push pour des titres intéressants, puis que Drew McIntyre, qui est bien correct, là. Moi, je l'ai bien aimé comme champion pandémique, là. Tu sais, c'était bien plate, d'ailleurs, qui a gagné à Mania. Mais qu'est-ce que tu veux, ça s'y va la vie, là. Mais sont à des années-lumière un de l'autre. C'est hallucinant, là. Capoté, là. Tout à fait. Puis écoute, Martin, Drew McIntyre, moi, je le savais qu'il était pas vraiment hot au micro, que c'était pas sa grande force, maintenant. Il est correct. Il est correct, mais tu sais, il sera jamais KO, il sera jamais un Seth Rollins, il sera jamais ce genre de Non, start-moi pas Seth Rollins, s'il te plaît. Je le sais. Change de poste, moi, je fast-forward. Le gars sait s'exprimer. Il s'habille mal en sacrement. JC, KO fait ça dans sa deuxième langue, asti. Imagine-toi. C'est hallucinant. Imagine-toi quand Drew McIntyre, quand t'as une promo en français, à SmackDown, là.
Tu sais, ben là, j'en mets un peu, là. Mais moi, là, ce que j'ai comme info, là, puis c'est arrivé cette semaine, je pense, la semaine passée. Le plan, présentement, là, de Sami Zayn, puis pour Kevin Owens, c'est que Sami, à un moment donné, va être tanné de se faire niaiser par les Usos, qui va les challenger en combat de championnat par équipe, et le partenaire mystère serait Kevin Owens. Écoute, Kevin Owens en entrevue, a bel et bien dit la seule ceinture qui me manque, c'est le championnat par équipe. Puis gagner ça avec Sami, ça serait un rêve. Ah, c'est clair que ça serait que. Il a d'ailleurs aussi fait référence à son combat de Battleground contre Sami Zayn à Washington pendant cette merveilleuse promo. Oh, ouais, absolument, absolument. Écoute, tu sais, puis en plus, ça faisait une couple de semaines qu'on le voyait plus ou moins, KO, en tout cas pas avec un mic, là. Puis ça, c'est quand tu veux revenir à la TV, c'est de même tu fais ça. Là. Hey, mais t'as coté la promo de sa vie. Ça faisait des semaines qu'il traitait Ezekiel de menteur puis qu'il faisait juste ça. Il était obsédé par ça. Puis c'était rendu dur de le reconnaître. Ben moi, je vais dire son boss de WrestleMania. Parce que je voulais parler, justement, parle-nous de ça. Toi, tu dis que quand il a fait cette fameuse promo-là, puis tu sais qu'il y a eu une référence à Owen Hart la première fois depuis 75 ans, genre à TV. Oui, je pense que c'est la première fois depuis le Raw hommage à Owen Hart, là, qu'il y avait une mention directement à une catchphrase d'Owen Hart. Ouais. Kevin a mis l'accent là-dessus quand il l'a prononcé. Il a pris le temps de le dire, puis il l'a bien dit. Ça a été bien senti, puis la foule a réagi très fort aussi à ça. Sérieusement, si on parle de changement dans la direction de la WWE, Owen Hart a des fans. Je sais que Hart n'est pas d'accord avec ça, mais les fans veulent célébrer Owen. Puis il est temps qu'il se fasse une paix autour de ça pour que ça procède à un moment donné. JC, je trouve juste une affaire à dire, moi, là-dessus. Enough is enough and it's time for a change. Et puis écoute, je suis sûr qu'on va arriver à quelque chose éventuellement. Ben, j'espère, mais moi, ça me surprendrait beaucoup. Ça me surprendrait énormément. Là. Mais les boys, vous parlez de Raw. On a eu un bon combat aussi entre Drew et Kevin. Puis j'ai eu sûrement un des pires combats que j'ai vu de ma vie d'AJ Styles. Il n'y avait aucune chimie dans le ring entre Styles et Bobby Lashley. Non, ça n'a pas été... ça n'a pas marché, pas en tout. Peut-être le moins bon combat de la soirée, en effet. C'est surprenant que ça soit celui-là, dans la mesure. Parce que, écoute, le finish sur le combat par équipe avec The Miz et Ciampa, ça a été un combat qui était électrisant du début jusqu'à la fin. Ouais. Puis c'était un combat, quand j'ai vu Ali arriver, pis ça, je me suis dit, OK, on a de la vitesse, ça va être spectaculaire. Ça a livré. Ali est bon pour se faire planter dans le... Parfait. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que si tu veux légitimiser un peu Alexander puis lui, tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu lui donnes des victoires contre des gens, tu sais, dans la même catégorie, mettons, qu'eux autres, ou t'es book vraiment gros, tu sais, un peu comme tout le monde qui a affronté Ric Flair au début des années 80, là, c'est-à-dire que Ric Flair, c'était ça son talent, c'est justement de montrer que le gars, il avait une chance. Les 4 gars dans le combat étaient extraordinaires. Oui, absolument. C'est un méchant, débile combat, sérieusement, là, vraiment. Là. Mais là, pour conclure tout ça, les boys, vous avez fait un exercice la semaine passée que vous m'avez callé out, que vous aimeriez que je fasse. Puis je pense que ça va être le moment. Fait que là, vous autres, ce que vous avez fait, combien en aviez-vous identifié chacun de votre bord? 3. Bon. C'est un total de 6 heals. 5 qui était trop facile. Non, mais fait que c'est quoi? C'était 3 face, 3 heals des deux bords? Ouais. Je suis pas assez fort dans SmackDown, parce que j'ai pas toujours le temps de l'écouter, parce que moi-même, je suis en onde le vendredi, puis la fin de semaine, ça déboule. Là. Mais regarde, je vais faire ça plus large. Je vais vous le faire plus large, OK? Je vais vous dire mon top 3 pour toute la bastringue pour les deux catégories. Correct? Ouais. Parce que je suis pas assez versé en SmackDown. Je veux pas faire mon petit Joe connaissant. Puis j'ai pas entendu vos résultats. C'est moi qui monte le show, mais je l'ai pas tout écouté. M'excuse, m'enverrai une mise en demeure. Mais dans les 3 top babyface pour moi relatifs à Raw et SmackDown, il n'y aura pas d'ordre, là. Il n'y en a pas un qui va l'être nécessairement plus que l'autre. C'est certain qu'il faut que je mette Riddle, c'est sûr, parce qu'il est vraiment hyper over. Il touche à quelque chose que peu de monde a touché
comme lui avant, parce qu'il n'est pas gros. Mais tu sais, même Michaels puis Bret Hart étaient plus athlétiques que lui. Tu sais, c'est comme le gars trendy, j'ai envie de dire. Tu sais, 420 friendly. Je sais pas, là, tu sais, il a l'air dans une démographie. Silent Bob. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il est chill au bout. Puis, il était bien bodé avec Randy Orton. Faut que je mette dans les top babyface, il faut que je mette Randy Orton, même s'il est blessé. J'ai pas le choix, là. Faut que je le mette là parce que, écoute, Riddle, il dit Randy Orton, puis ça pop. Oh, et Randy Orton, durant la pandémie, a été un des pas flambeaux de la compagnie. Absolument. Puis, écoute, il faudrait que j'en trouve un autre qui est vraiment over. Écoute, je pense que je vais dire Cody. Écoute, Cody avant sa blessure. Cody avant sa blessure, c'était le gars le plus over. C'est lui, c'était lui le plus over, vraiment. Des deux, là. Des deux faits. Il n'y a personne qui avait un plus gros pop que Cody, tant qu'à moi. Fait que, tu sais, ces trois gars les plus over, t'en as deux de blessés. Ben, un qui c'est kayfabe, là, mais... fait que c'est quand même assez spécial. Mais le giga, puis il faudrait que je mette Brock. Fait que je vais en enlever un de blessé, il faut que je mette Brock. Enlève qui? Je vais enlever Cody parce qu'écoute, il y en a encore jusqu'à l'année prochaine. Là, ça va se tasser un peu. Il parle du Royal Rumble dans son peu. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais Riddle, Orton puis Lesnar. Puis oui, c'est des gars de Raw parce que je vois personne d'autant over que ça à SmackDown. J'en vois pas. Je vois personne qui peut... tu sais, Drew, il est pas là. J'en vois pas d'autres. Des meilleurs heels, écoute, moi, il y en a trois. Puis il va mettre une mention honorable, mais c'est KO, Rollins, puis Roman. Peut pas aller ailleurs que là. Roman, actuellement, c'est le meilleur heel de la compagnie. Je l'haïs pour de vrai. La vente des billets de WrestleMania le disent très bien. Non, c'est ça. Roman, c'est le top guy. C'est à lui que ça revient. Il l'a fait. Il a payé ses 12. Il met des sièges, met des fessiers d'un siège. Garde, rien à dire. Après ça, KO, parce que je considère que je vais conclure avec KO, mais faut que je mette Seth Rollins, même si c'est pas mon pick, même si moi, il me fait fast-forwarder avec son astidré de Mongol. Je suis juste plus capable, là. Ça me drille le gros nerf. Puis c'est pas du heat là, à la Jim Cornette, là. C'est du heat qui me fait pas en avoir envie. Mais j'adore le regarder worker, par exemple, mais je suis pas capable. Puis à l'heure actuelle, mon lutteur préféré sur la planète Terre, c'est KO. Fin. C'est lui. Il a work rate écœurant dans le mic. C'est des grands chelems. À toutes les fois, tu lui donnes un mic. Tu le mets dans n'importe quelle situation. Il essaye de voler le show dans tous ses matchs. Il est KO, là, écoute, faut qu'il score très haut dans le PWI 500 l'année prochaine. Ce qui va jouer contre lui, c'est qu'il n'y a pas de belt. Mais ouais. Pour l'instant. Ouais, mais non, je le vois pas avec une belt. Là. Je le vois pas. Je le vois pas d'implant de la I avec un gros titre pour mettre des sièges. Mettre des fesses dans les sièges. Là, une run avec Sami pour les championnats par équipe, je verrais ça. Ça, c'est correct, mais tu sais, puis j'y souhaite pas, là. Moi, je voudrais qu'il y ait la belt pour 5 ans, là. Dans un Ultimate Fantasy, Martin, là, puis c'est du Ultimate Fantasy Booking, ça se passe vendredi à SmackDown. Ah, ben là, tu rêves en couleur, là, mais... Ouais, salut. Oh, non, je le sais. Mais je l'ai dit, c'est de la fantasy. Mais là, surtout, Martin, ce qui veut dire que dans tes choix, t'as oublié Theory, t'as oublié Miz. De Miz, c'était ma mention honorable. Mais Theory, en ce moment... Theory, c'est pas son heure. Depuis que Vince il est plus là, il y a moins de temps d'antenne aussi, il est moins prédominant, puis je pense que c'est une bonne affaire. Ils vont le slow burner pour l'emmener à quelque part. Il est pas là. Ils vont le sortir out of nowhere. Ouais. Theory, c'est le gars qui a le plus actuellement, le plus gros talent, là, c'est lui. Le plus gros potentiel, tout à fait. Ouais. Puis même là, écoute, top 3 worldwide, là. Tu sais, ce gars-là, à moins que ça déraille complètement ou qu'il y ait un MeToo ou quelque chose de même, là, mais c'est là qu'il s'en va, d'après moi. Écoute, on l'a vu encore à Raw dans un autre excellent combat contre Dolph Ziggler. Ouais, il est sur la fast track. Peut-être pas sur la fast track, c'est ça l'affaire. Mettez-le pas sur la fast track.
Laissez-les se casser la gueule, laissez-les couper des... Sa promo cette semaine était écœurante. C'était bien moins maillet que ce qu'on était habitué de l'entendre. Là. Puis depuis que Vince n'est plus là, l'avez-vous vu faire des selfies, vous autres? Oui, il en a fait un avec Dolph à terre à la fin de son combat. Ah, OK. Mais il en fait plus 5000. Là. Il n'y a plus l'air d'un hostie sans dessin. Après sa victoire. Bon, c'est ça. Fait que tu sais, Triple H, lui, là, il va tout passer le buffer sur bien des affaires. Moi, j'ai bien confiance. Comme être humain, je ne serai pas dessus, là. Mais j'ai bien confiance qu'il y a bien des moves qui c'est le bon gars. C'est le bon gars actuellement pour faire ce qui doit être fait. Mais pas en 2 semaines, là. On verra pas le bateau. On fera pas faire un 180 au Titanic en 1 semaine. Là. Oubliez ça. Là. Mais là, bon, tu sais, des programmes... Tu vois comme le Judgment Day me tombe moins ses nerfs. Là. J'ai trouvé Damien Priest, sa promo, je l'ai trouvé pas pire. Oui, tout à fait. Écoute, une belle allocution. Ouais, slow down. Slow down. Tu sais, quand il parle de Toronto puis tout, juste slow it down. Ça va bien aller. Moi, je pense que ça lui prend... Tu sais, la seule affaire que je trouve qui manque dans cette faction-là, c'est un enforcer. Il manque un bœuf, là, tu sais. Il n'a pas, là. Tu sais, t'as le petit... j'allais dire Prince David. T'as Finn Balor, t'as la fille, puis t'as Damien Priest. Puis Damien Priest, ça peut pas être l'enforcer. Mais pour l'instant, je te dirais que le bœuf, c'est Rhea Ripley. J'embarque pas là-dedans. Fait que sur ce, messieurs, on va faire une très courte pause parce que, écoute, on a pas mal de stock, puis... Je suis un peu intrigué parce que semblerait-il que notre ami Steve aurait des souvenirs dont il voudrait nous entretenir. On va faire ça tout de suite après cette courte pause. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Austin 316 says I just whipped your ass. Mon cher Steve, de quoi nous entretiens-tu? Entretiens-nous de ton sujet de cette semaine, s'il vous plaît. Ben, mon sujet de cette semaine, les boys, il a changé il y a 2 heures après-midi. Je vais expliquer pourquoi. J'ai un de mes chums, Sylvain Perra, qui est camionneur. Lui, il parcourt le Québec puis les États-Unis. Là, il part de chez eux le dimanche puis il revient le vendredi. Puis il m'a envoyé une photo après-midi. Il était à Albany, New York, en direction de Montréal. Puis il m'a envoyé une photo d'une van de la WWE qui est en direction de Montréal. Ça fait pas mal de sens. J'ai parti dans mes souvenirs. Moi, les boys, j'ai dit souvent que ma mère m'emmenait au Centre Paul Sauvé alors que j'étais âgé de 3 ans. Quand maternelle, je me couchais à 6 heures le samedi soir parce qu'elle me réveillait à 11h30 pour que j'écoute la lutte. Donc, inévitablement, j'ai plusieurs lutteurs qui me viennent en tête quand je pense lutte, puis même quand je pense pas lutte. Des souvenirs de lutte, moi, c'est ça que j'ai. Le premier que je me souviens, puis c'est comme si c'était hier, là, les galas organisés en mai puis en août à l'Arena de Valleyfield. Moi, là, j'étais content quand la saison de hockey finissait parce qu'il faisait fondre la glace, puis là, on avait de la lutte. Ça avait aucun bon sens, les boys. Les portes ouvraient à 6 heures à l'Arena, mais on arrivait là à midi. Parce que ma tante puis ma mère, eux autres, ils voulaient être dans la première rangée. Les gars, je sais pas si vous savez, là, mais c'est long en asti quand t'as 3-4 ans, puis que t'attends 6 heures de temps devant tu devais manger les bandes. Hey, oui, puis eux autres, là, dans le gros bon sens, là, si on était tranquille, on avait le droit à une palette de chocolat. Eh oui, bourre un enfant de chocolat, toi, puis demande-lui de rester tranquille après. Non, c'est de toi, là, en plus. Là, toi, c'était capoté. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de ça, les boys. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais à l'époque, quand les fédérations de lutte allaient en région, ils mettaient des grosses pancartes en carton dans les commerces. Ben oui. Puis même, il y en avait, écoute, moi, je me rappelle à Ville-Marie, il y en avait ses poteaux partout. Là. Ben oui. Mais nous autres, on enlevait ces pancartes-là, on découpait les lutteurs. Puis moi, mes premiers bonhommes de lutte, ça a été ça. Des lutteurs en carton, des on bonhommes, jouait avec ça. Ouais, c'est ça, des lutteurs en... C'est quoi le... Je cherche le nom du matériel, là, mais c'était pas ça dans le temps, là, du... Anyway, ouais. C'est carton, mais tu sais que ça faisait de la wave dedans, là. Oui, comme les affiches électorales. De maison à vendre, là. Ou encore, ouais. C'est du Coroplace. Coroplace, voilà.
Moi, je me souviens que la semaine avant un gala, là, j'avais de la misère à dormir tellement j'avais hâte. Mes amis, eux autres, tripaient sur Guy Lafleur. Moi, je tripais sur Dino Bravo. Les voisins, ils savaient très, très bien, les boys, que chez nous, tu mettais pas un matelas au chemin parce que tu voulais t'en débarrasser, parce que ce matelas-là devenait un ring de lutte. J'ai aussi des souvenirs du Centre Paul Sauvé. On partait, ma mère, ma soeur, ma tante, ma grand-mère, mon cousin. Il y avait un conducteur qui chauffait le char parce que oui, on était 7 dans un char. On partait de Valleyfield puis on s'en allait au Centre Paul Sauvé tout de suite après le dîner. Je me souviens, les adultes, ils disaient tout le temps qu'ils voulaient arriver de bonne heure parce qu'ils voulaient des bonnes places. Puis les boys, je parle de ça dans les années 80, là, début 80. Fait que là, j'en avais 5 ou 6 même qui fumaient dans le char, là. Puis il y avait moi qui avait 4 ans, qui avait mal à la tête parce qu'il y avait de la boucane. Il y avait plus de boucane dans le char que dans un show de Metallica. Mais c'était de même. Moi, c'était ça la lutte. Ça a fait partie de mon enfance. De mémoire, j'oublierai jamais à Fouet où Abdullah the Butcher, au Centre Paul Sauvé, il est parti à courir après ma mère. Ma mère a tellement eu peur qu'elle nous a laissés en première rangée, moi et ma soeur, puis qu'elle s'est sauvée. Arrangez-vous avec Abby. Ouais, c'était ça pareil. Tu sais, toujours grâce à la lutte, j'ai vécu des moments comme fan. C'était incroyable. Moi, je me rappelle d'avoir vu Maurice Vachon, Édouard Carpentier. J'ai vu arriver les Steve Strong, les Prince Alofa, les Dan Crofat. Je me souviens comme si c'était hier d'écouter l'émission. Puis là, les gars, là, je vais aller loin en estique, là. Café chaud. Ah ouais. C'était Claude Boilard qui animait ça. Puis je me rappelle qu'il annonce le décès de Mad Dog Lefebvre, Tarzan Tyler puis Adrien Desbois parce que les gars avaient eu un accident de char. Je m'en souviens, c'est encore frais à ma mémoire. Aussi frais que le heel turn de Pat Patterson sur Raymond Rougeau qui avait donné 3 marteaux pilons. Je me souviens, je broyais parce que je voulais écouter les nouvelles pendant 2 jours de temps parce que je voulais savoir si Raymond Rougeau avait le cou cassé. Je me souviens de l'arrivée de la WWF à l'époque quand j'avais 7-8 ans parce que j'haïssais ça, c'était en anglais puis je comprenais rien. Je me souviens qu'en 94, la WWF a fait une tournée au Québec dans les petites arénas. J'étais là, première rangée à Valleyfield. Ce soir-là, j'ai connu un de mes meilleurs chums, Martin Dionne, qui a worké pendant une dizaine d'années au Québec sous le nom de Marty Hart. La finale de la soirée, c'était l'Undertaker contre Kama dans un casquette match. À Montréal, je me souviens des galas au Forum. Je me souviens de Carl Leduc contre Bradshaw au premier combat qu'il y a eu dans l'histoire du Centre Molson. Je me souviens d'avoir vu à la fin des Quebecers quand Pierre-Carl Ouellette a viré le dos à Jacques Rougeau après la défaite contre les Head Shrinkers. Je me souviens de Raymond Rougeau contre Owen Hart dans un combat de boxe. Je me souviens parce que j'étais là du Montreal Screwjob. Je me souviens parce qu'encore une fois, j'étais là de voir Sami Zayn faire ses débuts contre John Cena. Puis vendredi, ben, je vais m'en souvenir parce que je vais être au Centre Bell pour SmackDown. J'ai été présent à des pay-per-view. J'ai voyagé jusqu'en Floride pour aller à WrestleMania. Puis en conclusion, les boys, tout ça parce que je suis un fucking fan de lutte. Oh yeah. Que dire de plus? Y a-tu... JC, as-tu un souvenir dans ton cas qui remonte à la surface en entendant tout ça? Là? Écoute, moi, je me souviens justement de PCO qui tourne le dos à Jacques Rougeau. Je me souviens du combat de boxe contre Owen Hart de Raymond Rougeau. Je me souviens du Screwjob parce que moi aussi, j'étais là. Du combat de Carl Leduc contre Bradshaw, justement, au Centre Molson. Tout ça, ça me revient. C'est... Ouais. Moi, j'étais en banlieue, je l'ai déjà compté, je vais le raconter encore. Encore une fois. Mais les 3-4 vont venir super vite. Là. Saturday Night's Main Event, le début de la FIO, George the Animal Steel, Macho Man avec Elisabeth, puis toute la kit. On est chez la sœur une des sœurs de ma grand-mère. Il me semble qu'on est en banlieue de Sudbury, je pense. On est en visite, puis là, ben, il y a des postes là-bas qu'on pogne pas. Et moi, ce qui m'avait attiré l'œil, je sais pas quel âge je peux avoir, là, mais je suis pas vieux. Là. On a juste à se rappeler des débuts de Saturday Night's Main Event. J'ai 10-11 ans peut-être. 83, 4, 5-ish, là, avant même ou peut-être après le premier Mania. En tout cas, mi-80, je dirais, là, si j'avais à estimer. Puis, moi, c'est les couleurs, c'est c'est le côté artistique de l'affaire. J'ai jamais douté
d'une seconde que c'était vrai de toute ma vie. Là. C'était évident pour moi. Tu peux pas varger sur un gars de même puis jamais le couper. Puis tout, ça a toujours été ça. Mais évidemment, je connaissais pas l'industrie, entre guillemets, du kayfabe. Ça, pour moi, par exemple, ça faisait pas partie des affaires. Je me cassais pas le basic, c'était juste un maudit bon show. Je me rappelle de l'antenne que mon père avait à sa maison, que tu tournais, puis ça faisait puis là, on pognait WPTZ, NBC Plattsburgh, au Témiscamingue. C'est fucking loin. Là. Puis, on devait le pogner sur des ondes d'Ontario, d'après moi. Puis, Rock and Wrestling le matin, les personnages de Rock and Wrestling, moi je tripais bien raide. Et après ça, tranquillement, pas vite, j'embarquais dans toute la frénésie de Mania, les cassettes chez Hector, le club vidéo à Béarn. Puis des fois, on allait chez Hector, tu sais, le genre de commerce, là, remplis ton gaz, cordonnerie, machine à boules, bouffe, table de poule. Là. Non, même pas, mais... puis lui, il avait une grosse coupole. Fait que ça arrivait souvent les samedis que j'allais faire une commission pour mon père. Lui, il faisait des sandwichs. On appelait ça des chuck wagons. Je ne sais pas si ça existe ou si d'autres gens vont savoir de quoi je parle, mais c'est un genre de sous-marin que lui avait le four pour faire ça dans son commerce. Fait que mon père m'envoyait chercher un chuck wagon chez Hector. Puis des fois, il y avait de la lutte à la TV. Parce qu'eux autres aussi, ils haïssaient pas ça. Fait que c'est là la première fois que j'ai vu les British Bulldogs dans le temps qu'il n'y a même pas... Ils ont juste le Bulldog, ça fesse en arrière. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. C'est prêt, mais il y a 2, ça, quand ils ont battu The Dream Team. Et tout ça. Mes premiers souvenirs de lutte, c'est ça. Je me rappelle d'un gala de lutte, de la lutte internationale, qui avait été un TV taping à l'Arena de Saint-Eustache, que j'étais allé là en bicycle. Puis on était à l'époque, là, Magnificent Samu, Steve Strong, tu sais, tout ça que tu as nommé tantôt, Alofa, Dan Crowfat, écoute, il y a les frères de la Serra, tout le kit. Ça, c'est mes premiers souvenirs de lutte. Et après ça, moi, ce dans quoi je suis tombé, ça a été les revues. Fait que tout ce qu'il y avait de revues de lutte au Perrette, à Boisbriand, au coin Grande Allée puis Grande Côte, c'est moi qui les ramassais. Puis c'est là que ça a commencé. Déjà à cette époque-là, je m'intéressais à d'autres choses que la I. Tu sais, les territoires Ric Flair, je savais c'était qui. Missing Link, tu sais, World Championship, World Class au Texas. Moi, je me rappelle d'avoir connu Dingo Warrior avant que ça soit l'Ultimate Warrior à AI. Là. Mais il n'y en avait pas à TV, par exemple. Il n'y avait rien à TV que je pouvais regarder, mais je continuais de regarder Wrestling Superstars à CF12 à l'époque. Ouais. Ça jouait souvent à 1h du matin, des journées pas rapport. Là, fait que moi, je mettais mon cadran. Il y avait des trous dans la grille. Là. Ouais. Puis j'achetais, on avait le TV Hebdo. Quel cossin dépassé. Là. Puis là, je regardais ça dans les sports, puis là, je voyais c'était où. Après ça, un peu plus tard, j'habitais à Saint-Sauveur. Puis ça, c'est dans mes souvenirs les plus intéressants. C'est que moi, je pouvais travailler de chez nous, même à la fin des années 90, les boys. Là. Tu sais, j'avais des clients. J'arrangeais tout mon horaire pour pouvoir pogner Raw puis Nitro puis les Monday Night Wars. Mais je pouvais pas les pogner live parce que je restais à Saint-Sauveur. Fait que tu sais, j'avais pas ce que ça prenait. Mais les rediffusions, par exemple, à TSN, ça, je partais plus tôt de la ville. J'allais passer voir un client en revenant. Je descendais à Saint-Sauveur, je m'installais devant ça. Il n'y a pas de DVR dans ce temps-là. Il n'y a rien de ça. Là. Puis, le dernier souvenir que je vais dire, c'est Slam Wrestling. Où est-ce que moi, ma vie, ça a changé en termes de connaissance de lutte? C'est vraiment suite à Survivor Series. Bret Hart avait une chronique dans Slam Wrestling qui était une propriété de Québécois, je pense, Canoë, qui n'existe plus maintenant, c'est défunt. Puis je pense qu'ils ont reparti une page à eux autres qui s'appelle Slam Wrestling. Et là, je lisais religieusement les chroniques de Bret Hart et je les ai toutes lues. Il y en avait déjà plusieurs qui avaient déjà été écrites. C'est là que j'ai été sensibilisé au Survivor Series et c'est là que je suis devenu une éponge à information de lutte, à lire tout ce que je pouvais trouver, à lire un autre grand souvenir, c'est le fameux spread que Sports Illustrated avait fait sur Jeffrey Todd, je pense, le gars qui entraînait Mark Henry, il était journaliste sportif pour les épreuves de force, puis haltérophilie, puis tout ça. Puis il avait suivi Andre the Giant pendant 2 semaines. Et là, écoute, c'est ouvert la caverne d'Ali Baba de dévorer
absolument tout ce que je pouvais trouver de show interview, de livres, c'est là que Puis, mais par contre, je conclus là-dessus, là. Steve, c'est que j'avais pas autant la chance que toi, par exemple, d'aller dans les arénas puis de suivre des gars-là. Fait que moi, c'est venu bien plus tard d'aller voir des gars-là. Moi, c'était vraiment manger de l'information qui me drivait à triper sa lutte puis tout ça. Vas-y, mon JC. Mais tu vois, on parlait de souvenirs, puis il y en a 3 qui me sont revenus. Là. Je me souviens d'avoir ovationné Hulk Hogan pendant 10 minutes à Montréal, au lendemain de WrestleMania à Toronto. Je me souviens d'avoir été là justement quand Bret Hart est venu présenter Sami Zayn, puis que le Centre Bell a littéralement explosé. Ça devait être fou raide, ça. J'étais là aussi quand Shawn Michaels est venu se moquer de nous autres au début des années 2000. Donc, il est venu se bloquer de tout du Screwjob, puis il est venu faire une promo pour éclairer le public de Montréal. Juste avant son combat contre Hulk Hogan, je me souviens bien. OK. Et puis, mais mon plus beau souvenir, là, je suis en train de me poser la question, puis écoutez, boys, là, on va revenir au galop où Carl Leduc a lutté en 96 au Centre Molson. Ouais. J'ai amené ma petite sœur qui trippait sur Shawn Michaels. Puis en 96, là, j'ai 17 ans. Je travaillais comme livreur de dépanneur 2$ de l'heure. C'est pas la grosse gloire, mon affaire, là. Puis j'ai ramassé mes tips, tout ça, pendant des semaines pour acheter ces billets-là. Puis je pars avec ma petite sœur, puis on s'en va au Centre Molson. Puis écoute, elle a trip sur Shawn Michaels. C'est Shawn Michaels contre Vader dans le main event. Puis écoute, Shawn gagne, puis écoute, on danse, tout le monde danse dans le Centre Molson. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Nice, très nice. Ben wow, Steve, t'as ouvert une canne de verre, comme on dit, mais c'est tous des beaux souvenirs. Puis gênez-vous pas dans le chat, hein, les gens qui sont avec nous autres, ou dans la messagerie du Coréron, si vous avez des histoires que vous aimeriez nous partager. Même chose avec les Ribbers dans la Rib Room. Si vous avez des histoires, des souvenirs comme ça, c'est toujours intéressant de les partager avec les gens qui nous regardent et ou nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez être des nôtres les mercredis à 19h sur twitch.tv/Touski TV. Venez vous joindre à nous autres. Faites-le, votre coming out de lutte. Hey, nous autres, les trois, là, grâce à Steve, en fait, qui a lancé le bal, on vient de se vider les tripes. Je me sens nostalgique, là. Hey, ça a fait du bien, hein? Ah, c'est ça, c'est vraiment cool. Ah, puis j'ai un shout-out aussi à faire à mon chum Martin Poirier, on l'appelait Poids. C'est Mania 6, qui est en 90, je pense, ou 11. Oui. On l'avait loué. Puis on avait regardé ça ensemble parce qu'à cette époque-là, c'était Indigo, puis toutes ces affaires-là, Viewer's Choice, là, les pay-per-view, puis tout. Puis on l'avait écouté, puis on connaissait pas le résultat. Et on avait tombé en bas de notre chaise quand on avait vu le combat Warrior contre Hogan. Évidemment, c'est un autre beau souvenir, ça. Le Poids, il nous écoute pas, c'est sûr. Mais ça me fait penser à lui. Hey, on va rester un peu dans la nostalgie, mes chers amis, parce que tout de suite après, ça va être mon tour de revenir au lutrin avec une chronique lutteur old school qui, selon moi, est amplement méritée. Une légende des légendes des légendes, et je parle bien sûr de nul autre que Judo Gene LeBell. So this goes to all my freaks out there. Big Papa Pump, if you look up, holler if you hear me. Ivan Gene LeBell est né le 9 octobre 1932. Il a malheureusement rendu l'âge dernièrement, le 9 août 2022, à l'âge de 89 ans. Il est originaire de la Californie. C'est là également qu'il a rendu l'âme. Quand je vous dis légende des légendes, des légendes, des légendes, c'est une légende, on peut dire, je vais vous en parler après, mais des arts martiaux mixtes. C'est une légende du judo. C'est une légende du jiu-jitsu. Et c'est une légende du cinéma, mes chers amis. En plus d'avoir entraîné un paquet de monde, avant Chuck Norris, les amis, il y avait Judo Gene LeBell. Pourquoi qu'on parle de lui aujourd'hui, c'est vraiment simple. C'est parce que sa vie a ceci de particulier qu'il est le fils. Il avait un frère qui s'appelait Mike, qui ont été promoteurs ensemble un petit peu plus tard, dans la fin des années 70, début des années 80, dans un territoire de la NWA. Mais pourquoi?
parce que c'est sa mère qui était la propriétaire du Olympic Auditorium à Los Angeles. Donc, ça a donné lieu, évidemment, à une enfance qui était parsemée, justement, de toutes sortes d'événements de boxe, de sport de combat d'hiver et, évidemment, de lutte. Pour vous dire à quel point ça n'a juste pas d'allure, à quel point ce gars-là, c'est une légende, il a été entraîné par 3 gars. Ed Strangler Lewis, du fameux Goldust Trio qui a inventé la lutte organisée. OK? Lou Thesz, qui a longtemps été considéré. Puis Ed Strangler Lewis, c'était le gars, tu veux pas écœurer, le shooter des shooters de la mort. Là. Lou Thesz, évidemment, légende des légendes. Avant Bruno Sammartino, il y a eu Lou Thesz, un autre grand shooter, un autre gars on lui donnait la ceinture parce que sous prétexte que personne ne pourrait y enlever. Si quelqu'un voudrait aller en business pour lui-même, tu ne pourras pas l'enlever à Lou Thesz. Et on conclut ça avec nul autre, messieurs, que Carl Gotch, qui écoute une autre figure absolument et totalement légendaire. Dans le monde de la lutte, Judo Gene a été actif à partir de 1955, mais il s'est passé tellement d'affaires dans sa vie avant ça. À 22 ans, il est devenu champion athlétique amateur de judo aux États-Unis. Fin, point barre, à 22 ans, là. Parce qu'on sait tous que le judo, c'est un sport aussi qui nécessite de l'expérience. Tu vas être habitué de voir penser à Nicolas Gill. C'est pas à sa première participation qu'il était à son top. Il y a une grosse part d'expérience. Oui, il y a la shape et tout ça, mais il y a une grosse part d'expérience dans ça. Et donc, à un moment donné, il est arrivé au milieu des années 50 avec le sentiment que, écoute, il avait pas mal tout accompli. Il n'y avait pas nécessairement de je ne sais même pas si c'était une discipline olympique à l'époque, mais il n'y a pas eu d'idée de descendre nécessairement à ce stade-là, à ce niveau-là. Mais et après ça, tranquillement, pas vite, de par le fait que sa mère était promotrice, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais c'est là qu'il a commencé à faire de la lutte avec son frère également, Mike. Je continue par la suite parce que je vous raconte un événement. On crédite souvent Gene LeBell d'avoir été au centre du premier combat d'arts martiaux mix à s'être jamais produit. Ça s'est passé à Salt Lake City. Ça s'est déroulé dans le courant c'est-à-dire en 63, début des années 60. Il se fait challenger par un monsieur qui, lorsqu'il accepte et qu'on négocie les termes et tout ça, il réalise que ce ne sera pas contre le monsieur en question qu'il va devoir concourir, mais contre un boxeur / street fighter qui s'appelait Milo Savage. Fait que ce qui arrive, c'est que il accepte le défi, il se rend sur place et là, on en arrive à la réalisation. Lui-même, dans les rings et dans toutes les négociations, il en arrive à la réalisation que c'était de l'arnaque puis tout était pas mal contre lui. Il avait dit qu'il mettrait une ceinture de judo, il a mis une ceinture, là, son adversaire, il avait dit qu'il mettrait une ceinture de judo, il a mis une ceinture de karaté bien pleine de vaseline. Dans ses gants, Milo Savage, selon quelques sources, incluant Gene LeBell lui-même, il y avait des brass knucks, il y avait des points américains. Ils ont fait à croire qu'ils avaient tout organisé les règles de ce combat-là pour que ça laissait sous-entendre que Milo Savage n'avait pas de notion de grappling, de leg sweep et d'affaires comme ça, pour se rendre compte lors du combat qu'il y en avait. Donc, tout était un peu stacké contre Gene LeBell. Et là, c'était un combat qui devait contenir 5 rounds. Ça s'est terminé à la 4e. Avec un chokehold, rear naked choke, tout simplement. Ça n'a pas été trop long que Savage a tapé. Ça n'a pas été une trop grosse traînerie. Et tout ça, évidemment, a été télévisé. Maintenant, voyons, Milo Savage était originaire de Utah. Il était à Salt Lake City. Donc, tout était tellement stacké pour que Milo Savage gagne que, là, il s'en est trouvé, ce qu'on pourrait considérer comme une émeute, un riot, en bonne et due forme, des bouteilles, tout le kit. Et là, ce qui est arrivé, c'est que il y a d'autres personnes de l'entourage de Gene LeBell qui étaient là et certains combattants aussi de combats plus traditionnels qui se sont venus entourer Gene LeBell pour l'accompagner puis le faire sortir.
passé. On crédite cet événement-là, donc le 2 décembre 1963, comme la première instance connue, si on veut, d'arts martiaux mix. Milo Savage était reconnu pour être un boxeur et Gene LeBell était reconnu pour être un grappler / judoka. Écoute, là, je vous ferai tantôt la liste des distinctions qu'il a engrangées dans ces différents sports-là, tu sais, puis ils ont quasiment comme inventé des dames pour lui, là, à tel point que c'est giga vedette. Évidemment, suite à sa carrière en sport de combat, c'est là qu'il est devenu promoteur avec son frère Mike de 68 à 82. C'est également pendant cette période-là également qu'il a entraîné Roddy Piper. Qui était actif, très actif dans ce territoire-là, pour l'Oregon beaucoup, puis il est descendu également. Lorsqu'il était très jeune, il y a eu San Francisco, il y a eu Los Angeles également. L'autre chose qu'on peut créditer Gene LeBell, ça, c'est quelque chose auquel on réfère moins souvent. Le fameux match entre Antonio Inoki et Mohamed Ali. C'était qui le ref? Gene LeBell. Et il y avait eu 200 candidatures pour déterminer de qui serait cet arbitre-là pour ce match-là, parce que ça aussi, ça a déjà été crédité comme, sinon le premier, un très important ancêtre du MMA ou des arts martiaux mix. Le dernier combat dans le ring, écoute, Gene LeBell comme worker, comme lutteur, il a eu une carrière très acceptable, mais ça n'a pas été un Lutez, ça n'a pas été un Ric Flair. Sauf qu'il jouait toujours l'espèce de rôle de policier, le rôle d'enforcer, tu sais, quand les choses vont... Un peu comme Bullet Bob Armstrong a fait à Ohio Valley Wrestling, ou en fait plutôt à Smoke Mountain Wrestling de Jim Cornette, tu sais, l'espèce de personnage toujours que, tu sais, si ça se met à brasser, on va appeler Gene LeBell, il va tout arrêter ça. Donc, voilà, c'est ce qui a fait en sorte, puis fait qu'il a worké principalement dans son territoire, mais il a travaillé aussi dans d'autres secteurs. Son dernier match officiel, ça a été le 29 août 81 contre Peter Maivia, qui est le grand-papa de The Rock, et c'était dans son propre territoire, donc le NWA Hollywood Wrestling, qui appartenait feu sa mère préalablement. Il a évidemment entraîné aussi, tu sais, comme le gars a une vie vraiment plate, toutes les notions, la plupart des notions de grappling de Bruce Lee, c'est Gene LeBell. Chuck Norris, même affaire. Et évidemment, on parle de Ronda Rousey, qui a commencé parce que sa mère était judoka également et qu'il était pas mal dans le même secteur. Gene LeBell a commencé à entraîner Ronda Rousey en matière de judo, on s'entend, puis un peu plus tard évidemment dans l'MMA, depuis sa naissance. Ronda Rousey allait avec sa mère au gym, puis Gene LeBell s'est pris un peu d'affection pour elle et tout ça. Et cette relation-là a commencé là. Autre fait notoire, à l'âge de... je pense que c'est en 95, alors qu'il avait quelque chose comme 60 ans, passé, qu'on l'a invité à un combat qui aurait été un genre de feature, un combat de MMA, qui aurait eu lieu dans le cadre du UFC à l'époque. Et il lui avait trouvé un adversaire qui était Helio Gracie, qui même âgé de 82 ans, aurait accepté ce challenge-là, à condition, parce qu'il n'était pas dans la même catégorie de poids, que Gene LeBell perde 100 livres. Et là, il aurait accepté, évidemment. C'était un peu... il y avait probablement beaucoup de stunts publicitaires dans cette histoire-là. Et ça a fait en sorte que ça n'a pas eu lieu, puis il n'y a pas eu de suite de ça. Évidemment, parallèlement à ça, Gene LeBell a travaillé sur plus de 1000 productions cinématographiques, soit comme coordinateur des cascades, ou soit comme cascadeur lui-même, que ce soit dans des scènes de combat. On peut le voir dans des films d'Elvis. Il a travaillé sur le plateau de Green Hornet aussi avec Bruce Lee. C'est là que ça a un peu tout commencé, leur relation. J'ai parlé du fait qu'il avait également entraîné Chuck Norris.
mais la réelle aventure, histoire intéressante qui concerne Gene LeBell, c'est un événement dont il a été parlé, il a été question à satiété. C'est de son échauffourée avec Steven Seagal sur le set, le plateau de tournage d'un film qui s'appelle Out for Justice. Ça a fait la ronde des rumeurs. Gene LeBell était coordonnateur des cascades ou des stunts sur ce show-là. Et Steven Seagal, qui est reconnu pour se faire à la gueule à propos de plein d'affaires, a dit que le rear naked choke de Gene LeBell n'était pas efficace contre lui à cause, évidemment, de ses capacités en aïkido et tout ça. Et s'en est suivi, Gene LeBell, il a dit, ben écoute, pourquoi qu'on règle pas ça tout de suite? On va voir si tu es capable de t'en sortir. Alors, il y a plusieurs versions. Moi, je vais vous dire celle que j'ai entendue le plus souvent et qui est corroborée par ben du monde, puis qui me semble plus plausible que la réelle histoire. Fait que la réelle histoire, ça aurait été que Steven Seagal a laissé le mettre dans le rear naked choke, puis qu'il a essayé de s'en sortir, il n'a pas été capable, puis il est tombé endormi. La vraie histoire que j'ai entendue à plusieurs reprises de gens qui étaient sur place, c'est la suivante, c'est que Steven Seagal c'est-à-dire, c'est pas vrai. Steven Seagal a fait un leg sweep à Gene LeBell. Gene LeBell, il venait à bout de s'en sortir. Il lui a tout de suite refait un leg sweep pour passer en arrière de lui et le mettre dans le rear naked choke. Mais l'histoire où est-ce que tout le monde est d'accord, c'est que Steven Seagal a pissé dans ses culottes. Et semblerait-il qu'il y aurait, ça c'est de la rumeur, mais qu'il y aurait eu une entente de non-divulgation de cet événement-là. Et Gene LeBell n'a jamais carrément avoué que c'est ça qui est arrivé, mais il a dit à plusieurs reprises, il y avait 30 personnes qui étaient là, vous pouvez leur demander. Fait qu'il n'a jamais, tu sais, comme implicitement dit que c'est ça qui est arrivé, mais c'est ça qui est arrivé. Joe Rogan a également dit qu'il avait déjà jasé avec Gene LeBell de l'événement et il a dit que Gene LeBell avait été un gentleman jusqu'à la toute fin parce que il a dit, ben garde, il pensait qu'il pourrait sortir de mon rear naked choke. Il n'a pas été capable, puis il y a eu des petits problèmes de vessie. C'est juste ça qu'il a dit. Et dans chacune des histoires aussi, la fameuse technique à laquelle Steven Seagal faisait allusion, quant à comment il était capable de s'en sortir, ben c'est pas compliqué. Il a essayé de sacrer un genre d'atémie d'un gosse à Gene LeBell. Ça a l'air qu'il a essayé à plusieurs reprises, puis à un moment donné, ben, il a même pas pu taper out. Il est juste tombé endormi, puis il a fait pipi dans ses culottes. Alors, on repassera pour Steven Seagal. Et ça, même Ronda Rousey, ça en était parce que ce qui est arrivé, c'est que par la suite, évidemment, ben, vous vous en doutez bien hein, que Steven Seagal, il était pas content. Et il l'a traité d'à peu près tous les noms. Il a dit que Gene LeBell... Tu sais, Gene LeBell, il n'y a jamais eu une personne qui n'a jamais eu rien à dire contre ce monsieur-là. Mais Steven Seagal l'a traité de piece of shit, puis name it, là. Puis Ronda a décidé de s'en mêler, puis elle a dit s'il continue, la prochaine fois, ça va être moins, puis il va chier. Fait que ça fait partie évidemment du lore, évidemment, de Gene LeBell. Il est toujours demeuré aussi, ça a toujours demeuré une figure emblématique, évidemment, du UFC parce que il y a plein d'autres athlètes là, qui l'ont entraîné. Là. J'en ai une liste ici. Moi, ça me dit, Steve va probablement plus connaître ça, mais Benny the Jet Urquidez, Bob Wolf, Chuck Norris, n'ai parlé, Ed Parker. C'était lui, le gars qui donnait qui enseignait au gym de Gokor chez Vichian aussi là, pour le grappling, même jusqu'à 75 ans passés. Mando Guerrero, Manny Gambourian, il y en a un paquet comme ça qui ont. Puis il a consulté pour un paquet d'autres mondes. Une autre affaire intéressante, juste montrer le genre de vie que ce gars-là avait. En 1976, il a été arrêté pour le meurtre d'un détective privé du nom de Robert Duke Hall. Il a été acquitté du meurtre, mais il a été reconnu coupable d'avoir été accessoire dans un complice pour conduire le réel meurtrier qui était comment je vais dire ça? Comme un acteur de film pour adultes du nom de Jack Ginsburgs.
OK, pas Dino Bravo, là. Non, pas Dino Bravo. Et puis, ce dont on l'a accusé et reconnu coupable, c'est d'avoir été complice parce que c'est lui qui l'aurait conduit sur la scène du meurtre et qui l'aurait ramené par la suite. Mais tout ça a été débouté par la suite en appel. Et cette histoire-là a même mené, semblerait-il, à la démission du chef du département de police de Beverly Hills. Et dans toute cette affaire-là, il y aurait eu même des accès à des informations dans le cadre de l'enquête qui remontaient jusqu'à Richard Nixon dans toutes ces affaires. Fait que tu sais, là, Gene LeBell s'est tenu avec toutes sortes de monde. Écoute, une carrière qui a duré... écoute, regarde, c'est pas dur. De 2022 à 1955, on pourrait dire. Fait que c'est 45 plus 22 calculés. Là. Ça commence à faire, ça fait 67 ans là, à peu près, actif dans un paquet d'affaires. Toujours été reconnu comme, tu sais, avant The Baddest Man on the Planet, il y en a qui disent, ou Toughest Man on the Planet, c'est un surnom qu'on a déjà donné à Gene LeBell. Côté stature, c'était pas non plus là, une pièce d'homme à pu finir. On parle d'un gars de 5 et 10. Puis c'est pas un gars qui pesait 260 livres. Là, c'était une stature bien correcte. Athlétique, par exemple, c'est clair. Puis, écoute, il a laissé sa marque autant du côté du judo que des sports, que l'art martial mix, que les arts martiaux mix, que de la lutte comme promoteur, comme worker, comme entraîneur de lutteurs et évidemment dans le monde cinématographique. Une carrière qui a spanné sur plus de 40 ans dans ce monde-là, tant au niveau de la consultation, des stunt coordinators, des choses comme ça. Donc, Gene LeBell, définitivement. Puis, si vous n'avez pas eu la chance de voir écoute, il a commencé avec Ed Strangler Lewis, il avait 7 ans. Ça donne une idée du freak. Là. Si vous n'avez pas eu la chance de voir des entrevues de lui ou si vous étiez fan de Ron, super bon monsieur, là, vraiment. Là, on parle pas d'un tueur ou quelque chose de même dans son démeanor, dans sa façon d'agir, avec les gens. Toujours le sourire, tout le kit, mais fallait pas niaiser avec le monsieur. Est-ce que, je sais pas, vous autres, les gars, vous le connaissiez, j'imagine, de nom. Je sais que Rowdy en parle beaucoup. Là. C'était un entraîneur très tough, là, même dans le monde de la lutte. Là. Mais, j'en avais entendu parler un peu, mais je le connaissais pas autant que ce que tu viens de m'expliquer. Puis je t'avoue que je suis très impressionné par le parcours du monsieur. Ah non, écoute, c'est un freak. Là. Un vrai freak. Là. Toi, tu n'as entendu parler, c'est sûr, Steve, parce que tu es un fan fini du UFC. Là. C'est clair. Oui, ben je sais c'est qui le monsieur. Puis moi, là... Quelqu'un qui va fermer la gueule comme qu'il a fait à Steven Seagal puis le faire pisser dans ses culottes, je ne peux que y vouer un respect indescriptible. Puis ça, là, c'est une affaire qui a changé là, avec les années. Mais moi, là, je m'en rappelle comme si c'était hier, les boys encore, parce que tantôt, je faisais dans la nostalgie. Mais quand à tous les fois, je rencontre un gars comme Len Shelley, là, moi, je regarde les mains. Puis je fais comme, hey, il pourrait tellement encore à 84 ans, là, mais il me donne une patate d'en face, puis c'est fini, là. Ces gars-là étaient tellement forts. Puis en plus, il y en a, comme tu dis, qui étaient... Écoute, ils savaient bien prendre soin de lui. Fait que c'est incroyable, là. Pour ceux qui se poseraient la question aussi, parce que son gi, son uniforme de judoka, après une certaine époque, il était rose. Il y a une histoire derrière ça. Ça, je l'ai lu. C'est pas sur Wikipédia. J'ai lu ça quelque part ailleurs, il me semble. C'est que ce qui est arrivé, c'est qu'il était au Japon dans une compétition, puis il y a eu un petit problème de nettoyeur. Il s'est ramassé, son gi était blanc, puis il y avait genre une paire de shorts rouges qui s'est ramassé là-dedans. Ça a fait un gi rose. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que lui a voulu... Fait que là, il n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'il s'en aille à l'aréna, puis le kit. Fait qu'il a lutté avec un gi rose. Et ça a été, semblerait-il, une insulte suprême. Total. Le monde n'était pas content. C'était comme un peu de rire du décorum, tu sais, qui veut le gui blanc ou d'une couleur unie, puis tout ça, ou aux représentants de ton pays. Puis là, ben, parce qu'il il avait combattu le samedi, il était obligé d'avoir le même gui le dimanche. Règle, probablement, le fucking old school, puis tout. Mais là, il a tellement tiré de heat, puis tout le kit, qu'il a toujours gardé le gui de cette couleur-là. C'est pour ça que quand tu vois des photos de lui, quand tu le voyais souvent aussi, tu sais, s'entraîner plus jeune avec
avec Ronda Rousey ou tout ça, quand vous le voyez qu'un Guy, son Guy est rose, c'est à cause de ça. Donc, c'est le 9 août 2022 que Gene LeBell a rendu l'âme. Vraiment cool, écoute, dans son sommeil. C'est juste pas réveillé. À l'âge très honorable de 89 ans. Puis il est encore, écoute, pas comme avant, mais tu sais, je veux dire, il traîne encore autour de cet univers-là. Il y a eu à peu près tous les accolades que tu peux pas t'imaginer, Cauliflower Alley, tu sais, toutes ces affaires-là, autant comme promoteur que, comme worker. Bien, écoutez bien ça. Il est 10e degré ceinture rouge en judo. Il est 9e degré ceinture noire en Jiu-Jitsu. Il est 10e degré ceinture noire en Kyokushin. Fait que, ta gueule. Excusez, monsieur. Tu sais, lui, c'est même pas des pretzels qu'il peut faire avec toi, là, c'est la farine qui fait ça. Je vois pas comment on peut mieux conclure ce segment-là qu'avec cet énoncé-là, mon cher Steve. Et là, les amis, où c'est qu'on s'en va? On s'en va à Scrapamania. Cette semaine, il y a une thématique pas mal intéressante, mon cher JC, parce que j'ai envie de le dire. Ben, tu as plein d'affaires, là, mais on va avoir droit à des masques. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Puis, tu sais, depuis le début du Scrapamania, il y a eu des moments mémorables. Je pense qu'on va en vivre un aujourd'hui. Parce que il y a des pièces d'anthologie qu'on a trouvées avec l'attaque, comme Obey Your Parents, des chaussures avec de la viande. Ouais. Puis pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Puis là, aujourd'hui, on en a quelques-uns. Ça risque d'être intéressant. Ben écoute, regarde, on va commencer ça, mon cher JC, avec un des babyface les plus over qui a fait mon top à moi tantôt. Mais, en tout cas, je vous laisse... C'est le nouveau T-shirt de Brock Lesnar. Ouais, je vous laisse regarder ça, tout le monde. Je trouve ça... écoute, là, je comprends que ça doit venir de la boutique, fait que c'est pour ça qu'on peut constater que dans le dos, il n'y a rien. Là. Mais j'espère que vous le voyez suffisamment bien. Évidemment que là, ça a créé un moment mythique à SummerSlam avec le tracteur. Puis toi, tu ne l'avais pas vu, vous regardez ça. Mais, écoute, on est loin en salle là, de la tête de mort puis des épées dans le dos accrochées. C'est pas de Beast Incarnate. Non, on est à la limite Bobby Hill. Oh, ouais, ça fait un peu Rawhide ou, écoute, toi, tu voulais probablement dire Benny Hill, mais... Non, Bobby Hill. Moi, je le vois, Bobby Hill, c'est son petit tracteur à tondeuse. Là. Ah, OK, oui, je m'excuse. C'est moi qui est trop vieux pour tes jokes, mais, ou pas assez intelligent. Mais, tu sais, tu vois le look de Brock à droite, puis le T-shirt, tu sais, je pense pas qu'il va aller faire des promos avec ça à Raw de sitôt. Ça me surprendrait. Écoute, ça serait hilarant. Ah non, écoute, là, tu sais, avec sa veste en flanellette, puis son chapeau de cowboy, puis avec son petit T-shirt Après Suplex Bob City, the Builder. Tractor Town. Ouais, c'est ça, ou Bob the Builder, là, tu sais, je trouve ça, en tout cas. Mais, puis là, ça, écoute, les images étaient un petit peu petites, JC, mais tu vas nous expliquer ça, parce que là, ça a l'air d'être une patente à gosse, encore une fois, de la gang. Par le logo, on sait que ça date un peu, là, mais c'est assez vintage. Mais c'est quoi? C'est une cossin que tu parles, puis ça fait parler quelque chose? En fait, c'est des gloves, des bandages de main. C'est un peu électronique avec des batteries, puis selon le mouvement que tu fais, ça parle avec la voix du lutteur. On a CM Punk, John Cena, Undertaker. C'est activé par le mouvement. OK. Donc, tu passes autour de tes poignets. Puis, ça parle avec la voix du lutteur. J'imagine qu'il y a quelques catchphrases comme Rest in Peace, You Can't See Me, des trucs comme ça. Ouais. It's Clobbering Time, puis... Ouais. Il y en a de Triple H aussi, là. J'ai sorti ceux-là parce que c'est les meilleures images en plus que j'ai pas sorti. C'est un produit qui semble être très rare. Ouais. J'imagine que ça n'a pas été super populaire. Non, puis tu sais, si ça prend autant de temps à expliquer c'est quoi que ça fait, puis qu'on n'est même pas sûr encore... Non, ben c'est ça. Je vois pas l'intérêt. Non, moi non plus, là. Tu sais, mais là, encore une fois, dans la tradition, mes chers amis, d'exprimer le pouvoir de destruction,
la virilité, la force brute. Quoi de mieux, chers amis, pour définir l'Ultimate Warrior qu'encore une fois, un tabarnak de frisbee? Hey, c'est magnifique! C'est magnifique. Puis ça, je l'ai trouvé aujourd'hui. Moi, je comprends, là. C'est du merchandising, je comprends. Puis les enfants jouent avec des frisbees. C'est correct, je comprends. Mais est-ce que ça ne définit pas le personnage, tu sais? Mais mettez-le pas de ce couleur-là. Faites un frisbee noir, quelque chose. Mettez-le. En tout cas, moi, ça me. L'illustration est horrible. Il n'y a rien de beau là-dessus, là. Même l'emballage. Peut-être à son époque. Peut-être qu'à son époque, ça a été un succès. Cependant, bon. L'emballage est plus beau que le petit frisbee. C'est pas compliqué. Ah, probablement. Puis bon, j'imagine qu'il y en a d'autres, parce qu'on voit qu'il y a Hulk Hogan en bas, Macho King. Probablement qu'il y en a d'autres, mais là, je suis tombé sur celui-là, puis je trouvais que c'était une pièce d'anthologie. Ah, c'est dégueulasse. Hey, là, on continue, parce que là, on va s'en aller un petit peu plus. Là, ça commence tranquillement. Puis là, on tient quelque chose. Parce que là, je vous ai agencé ça pour que vous puissiez voir le masque et la personne qui le représente. Celui-là de Macho Man, c'est pas si pire. C'est quand même pas si pire. Ouais. Regarde, t'es là, à côté de l'autre. Depuis le début du Crapamania, Martin, je le dis, je suis contre les masques en latex comme ça. OK? Je trouve ça absurde, je trouve ça ridicule. Fait chaud là-dedans, c'est pas beau. Mais c'est très ressemblant, quand même. Il y a du monde qui n'aille pas ça. Il y a du monde qui n'aille pas ça, le latex aussi. Hein. Ouais, mais peut-être pas dans ce concept-là. Non, j'ai rien dit. Fait que ça commence, c'est pas si pire. On va se le dire, là. Ça commence, c'est relativement acceptable. Je vous les ai mis un côté de l'autre, puis tu peux quand même dire... mais là, encore une fois, chers amis, Sting, victime du merchandising, la WCW. Là, vous allez voir, c'est quoi? Un personnage badass, mythique, une icône de la WCW, et sa version masque à côté d'un gars qui a l'air d'avoir le va-vite. Ça donne ceci. Ouais, il a carrément l'air d'avoir échappé un peu de sauce, là. C'est vraiment quelqu'un qui a perdu le contrôle de ses intestins versus Sting, le badass, le vigilante de la WCW qui descend du plafond. Là, c'est vraiment comme Sting qui vient de se faire crisser là, le genre, le masque, là. Hein? Ouais, ça n'a aucun sens. Encore une fois, écoute, Sting n'est pas chanceux. Puis je veux faire un parallèle tout de suite avec la semaine prochaine, Martin, si tu me permets de segway. Parce que la semaine prochaine, on va avoir le premier Crapamania dédié totalement à un lutteur. Oh, wow. Mais là, avant que je remette nos grosses faces, là, faut le dire, là je m'excuse, là, mais là, je m'adresse à Sting, là, OK? Steve Borden, là, si tu m'écoutes, là, tu viendras pas me faire croire que lorsqu'il sortait ce marchandisage-là, il n'y en a pas une coupe qui t'ont montré avant. Puis si celui-là, ils te l'ont montré, puis que tu as décidé, ouais, c'est parfait, let's go, on y va avec ça, ben, shine it, parce que tu aurais pu contrevenir à ça. Puis si tu l'as pas fait, ben c'est ton tabaslac de problème. Je m'excuse, là, mais ça n'a pas d'allure. J'ai jamais vu un lutteur ou une représentation d'un lutteur, que ce soit sur n'importe quelle pièce de merch, qui a l'air d'avoir plus peur que ça. Ouais. Ben écoute, Martin, comme je te disais, la semaine prochaine, un lutteur seulement. Puis tu penses que Sting n'a pas été chanceux? Attends de voir la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ça. Là, on continue, évidemment, hein, une merveille du monde, et c'est le côté masque, moi je mettrais jamais ça, là. Mais tu sais, la ressemblance elle est là pareil, là. Oui, c'est frappant la ressemblance. Oh, et on m'indique aussi à l'oreille que ça serait disponible juste en format XX large. Voilà. Oui, j'imagine. Une très, très grosse tête. Là, tout ça, Martin, tu sais, c'est comme une mise en bouche d'une certaine façon, parce que là, on va présenter un masque qui est d'un réalisme assez particulier, là. Celui-là, écoute, c'est limite épeurant, et on parle bien sûr ici de Paul Bearer. Celui-là, je le mettrais. Ah ouais, écoute, ça, tu veux faire peur à quelqu'un, c'est une réussite. Écoute, je m'imagine, tu sais, tu te vois-tu, là, aller passer l'Halloween ou aller dans un party, puis adresser tout le monde. Oublie ça, là. Ouais, mais tu sais, juste faire peur à quelqu'un qui sait pas c'est qui, là, qui se réveille, puis écoute, c'est incroyable. La bouche, la forme de la bouche, le double menton, il est parfait, il est peigné, tout. Ah ouais, mais tu devrais, mettons, toi, là, tu pourrais porter ça, m'emmener quand tu te lèves le matin et qu'il dit, voir si ça ferait le saut. Tu vas te ramasser qu'un infarctus. Non, mais il dit, hey, je te trouve donc bien beau un matin. Ah, ouais, c'est ça. Encore. Vous êtes qui? Vous êtes un petit qui, vous, monsieur? Hey, je continue ça parce que, écoute, là,
Moi, ça, là, l'affaire que je m'apprête à présenter là, c'est pas dur, là. Moi, je qualifie ça carrément de honte. C'est une aberration, Martin. C'est une honte. C'est un costume gonflable. Mesdames et messieurs, de Andre, la 8e merveille du monde, de Giant. C'est dégueulasse. C'est une farce. C'est rire du monde. La seule affaire qu'ils n'ont pas scrappé, tu sais quoi, c'est le singlet. En effet. Tout le reste, c'est scrap. Tu sais, les sideburns ne marchent pas, sa face ne marche pas. C'est une honte. Honte à la compagnie qui a sorti. Le prix aussi est une honte. Fais-toi soin. Combien ça vaut? C'est 200$ US. Ah, sacrément. Sacrez-moi ça au vidange. Et là, ben, on va vivre. Moi, j'enlève ça. Je trouve ça honteux. Non, ben, c'est ça. J'ai trouvé ça important qu'on ait un peu de mignon pour se remettre de ça. Absolument. Et ça va être notre premier moment, je crois, qui va nous faire dans Scrapamania, chers amis, selon moi. Et ben sans plus tarder, je vous présente... Pour les parents de jeunes enfants, là, oui. vous avez des idées de costumes. Oui. Mais faites-les pas bronzer, par exemple. T'sais, arrangez-vous pas qu'il ait la même couleur de peau, mais regardez ça. Regardez ça si c'est pas cute. Oh, c'est cute, là. Les nouveaux grands-papas, grand-maman, fans de lutte, là. Tout est là. La petite barbe de Macho Man. Oui, le Fu Manchu sur un enfant, c'est pas cringe pantoute. Si on sait que c'est Mania, c'est Hulkamania, là, on s'entend, là. C'est ça, exactement. Mais c'est cute, c'est bien cute. Mais c'est très coloré, puis c'est rafraîchissant, je trouve. C'est cute. C'est ça, je trouvais que c'était mignon pour finir Scrapamania. Oui. Surtout quand tu regardes les deux gars à la sauce à côté qui passent 8 heures par jour dans un lit bronzant à tous les jours. Là. C'est encore une fois, mon cher JC, encore un grand chelem de Scrapamania, vraiment merveilleux. Et là, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que tu peux, sans le nommer, là, est-ce que tu peux nous donner un indice sur le Word? C'est-tu récent ou vieux? C'est un gars qui a une carrière assez bien remplie. C'est un homme avec un worker qui a une carrière bien remplie à la WCW, à la WWE, à la AEW. Il vient d'une grande famille. OK. Mais on va s'attendre à un point de sa carrière qui a commencé à la WWF en 1995. OK. Je vais y réfléchir parce que là, ce qu'on va faire, mes chers amis, c'est que ça va être le moment, bien sûr, pour ce segment que nous apprécions tous, qui s'appelle Les Deux Tunes. Et ce sont des choix de mon ami GT cette semaine. Et je trouve ça vraiment cool parce que c'est des pics, c'est pas nécessairement des affaires. Ben oui, il y en a un qu'on n'a pas besoin d'en parler parce qu'on n'a pas parlé des actualités, mais tant qu'à y aller, avant de faire le segway, les boys... J'ai oublié de le dire, d'en parler, parce que je voulais le faire. Ric Flair laisse présager un potentiel autre dernier match. Qu'est-ce que je vous avais dit et pourquoi n'ai-je pas regardé pathétique. Ça? Et pourquoi n'ai-je pas... Tu sais, pressons le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de citron. Puis son jaune, ben regarde, il doit pas avoir le choix parce que Rick doit être après stédé. Ça a bien été, puis je me sens bien, puis tout le kit. C'est clair que ça va être une patente de même. Fait que ce qu'on vous a sorti cette semaine, ce sont des sélections, comme je vous disais, je vais aller chercher ça. Je fais du GC qui a fait la même affaire la semaine passée. Exactement. Puis pendant ce temps-là, je vais jouer avec Steve. Ah ouais, Steve, tu hâte à SmackDown vendredi? Écoute, en plus, ils ont rajouté Riddle contre Kevin Owens. Ça va être awesome. Ben non, wow, les gars, vous allez garder ça pour le close, là. Ça me prend pas 1h15, moi, là. Fait que là, c'est Jade Garrow, en fait, un artiste qui fait des covers de trucs de la WWE. Et pourquoi je disais je suis content? Parce que moi, là, je trippe bien raide sur William Regal, OK? Je trippe sur l'être humain. J'ai vu des shows d'interview de lui. Je trippe sur le work rate que j'avais. Je trippe sur le fait que ce soit un vrai shooter. Je trippe qu'il soit trouvé une job dans le temps de le dire à AEW après qu'il soit fait passer dans le blender. Tu sais, s'il y a un gars que Triple H voudrait probablement encore avoir à NXT, c'est bien lui. Mais regarde, avec les décisions qui ont été prises à l'époque. Fait que on va écouter le thème de William Regal. Ce sont tous des covers. Et ça va être suivi, façon Jade Garrow, bien sûr, du Nature Boy lui-même et bien sûr de son thème d'entrée. Au retour, messieurs, vous pourrez nous entretenir de votre excitation relative à SmackDown en fin de semaine. Donc, William Regal, Ric Flair. Nous autres, on vous revient tout de suite après pour le close.
what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Ça passe assez vite, rien qu'un peu, toi, déjà la fin de ce 18e et même le nombre d'épisodes. D'ailleurs, les boys, je veux vous dire un gros merci d'avoir pris la pole la semaine dernière. Ça a été un super bon show. J'ai pas pu tous l'écouter au complet, sauf que tout ce que j'ai écouté, ça m'a intéressé quand que je plaçais vos affaires. Puis je le sais que vous êtes bons de toute façon, mais qu'on se met plus le basic avec ça. Je veux soumettre une idée avant qu'on fasse on parle de SmackDown. Si vous avez, que vous soyez Ribber ou pas Ribber, on va faire nos plugs tout à l'heure, inquiétez-vous pas, on n'est pas gêné de faire nos plugs, pas en tout, parce qu'on pense que ce qu'on fait, c'est fucking le fun. Mais si vous avez des suggestions à me faire, il faut absolument, écrivez-moi pas en privé, ça revole trop dans ce bord-là. Écrivez dans la messagerie de la page Facebook Le Carré Rond ou en DM sur le compte Twitter Le Carré Rond. Si vous avez je veux rafraîchir nos ce qu'on appelle les donuts là, ou les sweeps audio. Tu sais, je parle de ça ici là. Si vous avez des bouts de promo ou des affaires auxquelles vous pensez qui nous permettraient de rafraîchir ça me dérange pas qu'il y ait du moderne, ça va prendre du old school aussi, puis ça veut pas dire que je vais retirer ceux-là, là, je vais les garder. Mais si vous en avez, écrivez-nous dans la boîte de messagerie de la page Facebook Le Carré Rond, sinon sur le compte Twitter en DM, vas-y JC. Écoute, tant qu'à parler de bang comme ça, moi j'en suggérerais un. Il est dans la messagerie, Non, c'est une non, on va faire ça live. La quote du Hall of Fame de Scott Hall. Ah ben oui, c'est clair. T'as tout à fait raison. 100% d'accord. À juger. Ça, c'est closé, c'est réglé. Parlez-moi de SmackDown. Vous êtes tous excités, les petits garçons. Vous avez l'aide la veille de Noël. Ben, c'est sûr que c'est excitant. On a un taping TV qui s'en vient à Montréal. Je suis content parce que les fans de lutte ont répondu nombreux. Moi, je pense qu'on va avoir 10-11 000 personnes au Centre Bell. C'est vraiment tant mieux. Puis là, j'ai fait des notes, les boys. Oh, ça y est, les listes à Baslac. Les fans de lutte, là, moi, je vais juste vous dire deux choses. C'est deux choses qui vont se ressembler. Puis après ça, je vais parler de SmackDown. Il y a un vol. Les 50% des gars de la WWE pratiquement habitent à Orlando. Il faut comprendre. Il fait beau. T'es proche d'un aéroport, proche du Performance Center. Il y a deux vols en direction de Montréal qui partent d'Orlando. Il y en a un qui atterrit demain à 21h01 à Montréal. Puis, il y a un vol vendredi matin à 10h36 qui va être à l'aéroport. Si vous avez du temps, moi, je vous conseille, si vous voulez prendre des photos, avoir des autographes, d'être présent vendredi matin à l'aéroport de Dorval. Autre chose, SmackDown le 19 au Centre Bell, on sait qu'on va avoir un combat entre Riddle et Kevin Owens. On sait que Sami Zayn va être là. Mais il y a des choses intéressantes aussi, parce que peu de gens le savent, mais le 20, la WWE est à Ottawa. Les gars annoncés, il y a Roman Reigns, Drew McIntyre, Ronda, Ricochet, Sheamus, Natalia. Mais le 20, la WWE est aussi à Kingston, en Ontario. Les gars qui sont annoncés, c'est Seth Rollins, Theory, Riddle, Rhea Ripley, Asuka et Bianca Belair. C'est un house show. C'est un house show. C'est tout des house shows. Okay. Le 21 à Québec, il y a un house show aussi. Tu as Drew McIntyre, Gunther, Ronda puis Sheamus. Mais le 21, ils sont aussi à London et c'est le même roster qu'il va avoir à Kingston, soit Seth Rollins, Bianca Belair, Riddle, Theory, Rhea Ripley puis Asuka. Fait que la dernière fois que la I est venue, c'était à Place Belle, c'est ça? À Place Belle. Exactement. Okay. Le show, je pense que c'était dans le temps des fêtes l'année passée, je ne me trompe pas. Oui, c'était le 26 décembre, me semble. Exactement, c'est ça. Là, je ne me trompe pas, en plus, ça se culmine lundi le 22 à Toronto. Là. Ça se cumule à Toronto le 22. Voilà. Moi, les boys, j'ai commencé... Si j'ai pas d'intérêt de la part des Ribbers ou de gens qui suivent le Carré Rond, commencer à faire des petites vérifications pour la AEW à Toronto en octobre. Ça me tente moi, personnellement, c'est quelque chose que ça me tenterait de vivre.
Ça serait un road trip intéressant. Ça serait un road trip le fun. J'ai comme une idée de soigner le train là-dedans. En tout cas, je suis en train de regarder différentes affaires. Fait que si dans les prochains 10 jours à peu près, tu sais, j'ai pas. C'est juste nous trois qui en jasent de même, ben regarde, on va faire ça, on va en faire notre affaire. Mais s'il y a des gens qui s'intéresseraient de faire partie de ce genre de périple-là avec nous autres, manifestez-vous soit en DM sur le compte Twitter ou sur la page Facebook, Le Carré-Rond. On est super facile à trouver. D'ailleurs, ton call-out a marché. On a pété les 30 followers, JC. C'est incroyable! C'est hallucinant, écoute, mais on va continuer parce que là, c'est tout réglé de notre côté. JC, maintenant, un contributeur également sur Twitter. Donc, si vous aimez les memes de lutte, tout ça, allez nous donner un follow sur Twitter et sur Facebook aussi, si ce n'est pas déjà fait. Je vois des gens aussi qui sont passés dans la soirée, qui sont peut-être encore des nôtres. N'hésitez pas à nous donner un follow sur la chaîne Twitch. C'est très apprécié et comme vous pouvez le voir à l'écran présentement, nous avons un objectif de 1000 followers. Nous sommes présentement à 969. En quoi ça vous engage de nous donner un follow sur la chaîne Twitch? À rien. Zéro. Ce que ça va vous donner comme avantage, c'est que vous serez informé à travers l'application Twitch lorsqu'on est live. Comme ça, ben, vous ne pourrez pas dire « Ah, fuck, j'avais oublié, vous étiez là mercredi. » Non, vous allez le savoir. Si vous voulez avoir le double whammy, ben là, vous nous suivez sur Twitter, Carré Old School. Sinon, ben, faites une recherche sur Le Carré-Rond. Et si vous voulez le triple whammy, ben là, vous venez nous suivre sur la page Facebook aussi. Et là, ben écoute, vous faites partie... Puis là, mettons, vous voulez le quadruple whammy. Ben là, ce que vous faites, vous en allez sur patreon.com/Le Carré-Rond. Et là, ben, vous aurez accès, évidemment, à nos watch-alongs de pay-per-view majeurs, le Big Four, entre autres. Vous avez accès à la Rib Room, bien sûr, où là, ben, il y a encore plus de memes qui ne se retrouvent pas nécessairement sur nos médias sociaux. Et ce qui est encore plus le fun, c'est qu'on s'échange nos impressions, les affaires qu'on a pensées des derniers galas, des derniers tapings, que ce soit Raw ou SmackDown ou toute autre chose. Puis, on a bien du plaisir. Fait que je vous répète encore une fois l'adresse patreon.com/Le Carré-Rond. Je vous le rappelle, si vous voulez être contributeur en nous donnant des suggestions de bouts de promo, faites-nous signe en nous écrivant soit par DM sur Twitter ou sur la page Facebook également. Steve. Moi, je peux vous garantir une affaire. Si malheureusement, vous ne pouvez pas être au Centre Bell vendredi pour SmackDown, moi, je vous suggère fortement de faire j'aime à la page Facebook du Carré-Rond parce que vous allez pouvoir voir en live l'entrée de Kevin Owens parce que moi, je m'engage à vous livrer ça dans une vidéo en direct. Parfait. Faites-toi pas mettre dehors. Puis évidemment, les boys, je pense que sans s'avancer trop puis sans faire de promesses, c'est ça la beauté de la feuille sale. On le fait quand ça nous adonne à toutes. Mais tu sais, dimanche, on pourrait se faire une petite feuille sale avec ça pour que vous nous en parliez. Ben c'est évident parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à raconter. Donc, puis la semaine prochaine... Oui. Je vais essayer d'avoir un invité, un de nos Ribbers qui s'appelle Steve Bolduc, qui s'en va à Québec au centre Vidéotron. Lui, il pourrait nous faire un compte-rendu. Oh, nice! Ben oui, absolument. C'est le premier gala de la WWE à Québec depuis combien de temps? Ils sont jamais venus au centre Vidéotron. Non, mais la dernière fois, c'était au Colisée des années 90. Ça doit. Ouais. Genre. Ben oui, absolument. Puis Steve, toujours le bienvenu. D'ailleurs, c'est un Ribber de longue date. Fait que, avec grand plaisir. On vous travaille aussi d'autres entrevues, d'autres affaires qui s'en viennent. C'est sûr que la période estivale, c'est un peu différent. Et pour vous aussi, bien sûr. Mais ne soyez pas en reste. Si vous nous avez découvert ce soir, vous êtes arrivé à mi-chemin ou peu importe, sachez que nous sommes disponibles après la diffusion, bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Spotify, et Google Podcast et tout bon podcatcher Android. Dans les dernières semaines, c'est tout simplement mon emploi du temps qui ne m'a pas permis de sortir ça aussi vite, mais je vous explique ça vraiment simplement. Les enregistrements se font live sur Twitch, sur Touski TV, les mercredis à 19h. Le lendemain, quelques heures plus tard, nos Ribbers ont la rediffusion de l'enregistrement de l'épisode en vidéo. Le samedi, on sort ça en podcast et c'est pour tout le monde. Et on rend également par la suite
l'épisode de la semaine précédente disponible en vidéo également. Donc, il n'y a pas de raison de nous manquer. Autre chose que je vous invite à faire, c'est, si vous voulez voir les rediffusions, ça va être en différé, bien sûr, mais de nos épisodes passés, vous vous rendez sur YouTube, faites une recherche Le Cœur est rond et ne vous trompez pas, abonnez-vous à la page que vous voyez présentement parce que je suis un épais, puis j'ai oublié le password de l'ancienne page, mais elle n'a pas l'air de ça pantoute, c'est le bon logo au niveau de l'icône, là, c'est le logo actuel. Sinon, ben écoute, il ne me reste bien sûr qu'à remercier mes amis G-Central, qui s'en va, écoute, un infatigable travailleur du secteur de la santé. Qui s'en va rien faire ce soir. Oh, en congé ce soir, fait que votre poignée de cul, mon JC. Et sinon, ben mon ami Steve, qui va essayer de trouver une façon de s'endormir d'ici SmackDown parce qu'il est tout énervé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Au son, bien sûr, du meilleur mash-up de musique de lutte de l'histoire de la lutte old school, dans le cadre d'un show qui est présenté les mercredis à 19h sur twitch.tv/Touski TV. Et c'est l'œuvre de mon grand et super chum, Super Dave Bérubé, que je vais peut-être voir dans les prochains jours d'ailleurs. On suivra ça de proche. Et sinon, ben, on se retrouve nous autres la semaine prochaine. Faites attention vous autres et surtout faites attention aux gens autour de vous. Salut messieurs, bonne semaine. Membre de la famille H2O Web Media.